Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être notre ce soir encore. Carte sur table, 21h, 23h, avec les réformes politiques initiées depuis les années 90. On assiste à une modification du discours au sujet de la chefferie traditionnelle qui s'est retrouvée de plus en plus associée au processus de décentralisation. Dans le nouveau contexte de pluralisme politique et de compétition électorale, la dynamique d'institutionnalisation de ce qu'on appelle depuis les chefs traditionnels donne à voir, au-delà des discours sur la décentralisation et la participation locale, le développement d'une lutte pour la conquête de l'espace politique local qui se manifeste notamment par la mobilisation de la chefferie traditionnelle comme ressource politique. Cela dit, quelle analyse peut-on faire de la relation État-chefferie traditionnelle dans la perspective du processus de décentralisation en cours dans le pays? Peut-on dépasser le discours récurrent sur la décentralisation administrative afin de saisir les dynamiques socio-politiques sous-jacentes à cette relation entre État et chef traditionnel? Voilà résumé la réflexion qui sera menée ce soir avec nos invités. Deux faits nous ont évidemment inspiré ce thème. D'abord, la convocation prochaine et certainement imminente du corps électoral en vue de la mise sur pied des conseils régionaux dont on sait que les chefs traditionnels sont partie prenante et la récente sortie du sous-préfet de Haut-Plateau à l'égard du chef supérieur Bamendiou qui la lui a bien rendu. Thème ce soir, État unitaire décentralisé, comprendre le statut des chefferies traditionnelles. 4 invités, il est Kamga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les citoyens qui regardent cette émission. Merci de nous accorder cette sortie, une première, après un moment difficile que vous venez de traverser. Nous nous inclinons devant la mémoire de votre papa. Tout à fait, c'était une occasion, comme depuis quelques jours, je le rappelle quand même, on a pu comme ça accompagner sous terre le résistant Jean-Paul Kamga, qui a été dans les luttes des premières années d'indépendance, il y a consacré toute sa vie. Et je remercie tous les amis et tous ces d'autres combattants qui ont bien voulu m'accompagner à cette occasion. Et j'espère que pour les funérailles, toute la communauté des résistants sera là pour essayer de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Merci d'avoir honoré cette invitation. Abel Elimbilobé, bonsoir. Bonsoir, député. Merci également d'être avec nous ce soir pour mener la réflexion. Docteur Ambroise Somba, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de STV. Entre étatisme et traditionnalisme, j'espère que nous aurons des arguments tout à l'heure pour éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Vous avez synthétisé tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, bien entendu. Marc Wabo, bonsoir. Bonsoir, monsieur député. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux panélistes. C'est un plaisir de me retrouver sur un plateau avec le citoyen Hilaire Kamga et le docteur Essomba, que j'admire dans ses analyses. Je crois qu'on passera des très bons moments. Bonsoir également à mon ami particulier, monsieur Limi Lobé. Passer de bons moments, c'est évidemment tout le mal qu'on se souhaite. Derrière la transition, on va donc rentrer en plein dans le débat ce soir. Ambroise Somba, je commence peut-être par vous, enseignant de droit public. Vous allez peut-être nous exposer le cadre légal, le cadre institutionnel, le cadre peut-être étatique dans lequel évoluent les chefferies traditionnelles et qui s'est peut-être fait le rapprochement avec la dimension administrative puisque l'un semble être lié à l'autre. Bien entendu, tout part d'une vieille loi de 1933 qui posait déjà les bases des chefs indigènes. Et il faut avouer qu'il y a eu une évolution avec le décret numéro 77/245 du 15 juin 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles. Et ce décret est suffisamment clair. Les chefferies traditionnelles sont des collectivités traditionnelles et ayant à leur tête, bien entendu, des chefs qui sont choisis sur la base justement d'un processus coutumier. Et bien entendu, les chefferies sont organisées au Cameroun par degré. Nous avons la chefferie de premier degré qui peut recouvrir sur le plan territorial deux chefferies de deuxième degré.
la chefferie de 2e degré qui peut recouvrir les chefferies de 3e degré, au moins 3, et les chefferies de 3e degré qu'on retrouve dans les zones urbaines, les zones rurales et même dans les quartiers. Alors, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que la chefferie traditionnelle, le décret de 1977 n'a pas réussi à nous donner une définition exacte de ce que c'est qu'un chef. Bien entendu, il fallait donc que la doctrine monte sur le créneau. C'est la raison pour laquelle, dans la modeste contribution que j'ai léguée à la communauté scientifique sur la désignation des chefs traditionnels au Cameroun, on se rend bien compte que le chef traditionnel est une autorité traditionnelle qui est garant de la protection de la coutume et des us et coutumes. Mais l'évolution nous démontre que cette définition mérite d'être retouchée, tout simplement parce que le chef aujourd'hui, tel que le précise l'article 19 du décret de 1979, les chefs sont les auxiliaires de l'administration. À partir de là, on donne une autre définition au chef, c'est-à-dire c'est un agent déconcentré de l'État, auxiliaire de l'administration, mais d'essence coutumière. Alors voilà, et vous savez, les fonctions des chefs ont quasiment évolué. Avant 1961, le président Feu Ahidjo avait mis en place le tribunal criminel spécial, qui n'est pas une nouveauté aujourd'hui. Simplement parce qu'à l'époque, les chefs traditionnels recouvraient les impôts et les reversaient dans les caisses du trésor public. La même fonction n'a pas changé puisque le décret de 1977 le prévoit. Et on se rend également compte que l'article 19 précise quelles sont les missions du chef, c'est-à-dire le ministre, sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale, les chefs accompagnent l'État dans sa mission d'encadrement de la population. Vous voyez donc que c'est un rôle éminemment important, mais aujourd'hui la question qui est posée et qui suscite tant de polémiques, c'est tout simplement parce que comment des chefs peuvent-ils se retrouver en train de gérer des questions traditionnelles, mais être sous l'emprise de l'État. Et vous savez, il y a un décret du président de la République du 17 septembre 2013 qui vient allouer une indemnité aux chefs traditionnels. Les chefs de premier degré ont 200 000, ceux de deuxième degré 100 000 francs et ceux de troisième degré ont 50 000 francs. Donc voilà sur le plan légal la situation de la chefferie au Cameroun qui, à mon sens, reste totalement inféodée à l'administration parce que les chefferies traditionnelles ne font pas partie de l'administration décentralisée, mais plutôt de l'administration déconcentrée. D'où donc le principe de la hiérarchie qui s'impose à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle le chef donc, a pour supérieur hiérarchique le sous-préfet, et ainsi de suite dans la nomenclature administrative. Ainsi donc défini, est-ce qu'on peut synthétiser le rôle réel au quotidien du chef traditionnel, du sous-préfet ou alors de l'administration régulière? Quelle est la marge de manœuvre entre les deux? Non, il y a incontestablement dans l'organisation administrative et politique de notre pays une distance. Mais en même temps, dans l'organisation politique du pays, avec l'orientation que le Constituant en 1996 a imposée au pays, c'est-à-dire un État unitaire décentralisé, et la mise en œuvre de cette décentralisation avec les premières lois, notamment la loi d'orientation de la décentralisation, qui consacre que le pays, l'État camerounais, en tant qu'État unitaire décentralisé, comprend les organes, notamment à l'époque déjà, c'est-à-dire en 2004, lorsque la loi d'orientation de la décentralisation est promulguée, précise que les organes de l'État décentralisé, c'est la région et les communes. Et quand on va suivre les évolutions subséquentes, vous avez notamment l'article 5 de la nouvelle loi, qui est une compilation, une réorganisation des 6 lois qui structuraient l'orientation de cette organisation de l'État, prise en 1996, après
le grand consensus de la tripartite, on décide d'avoir un État unitaire décentralisé, eh bien, cette décentralisation prévoit que les collectivités, dans l'article 8 aujourd'hui, parce qu'on va dorénavant parler du Code général, qui lui-même est une conséquence du grand dialogue national. Parce qu'il ne faut pas dissocier ces choses, c'est des évolutions. Il faut que chaque pan de l'évolution puisse nous instruire de ce qui s'est passé. Le grand dialogue a donné naissance au Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et dans ce code, l'article 8, qui est très fondamental, dit que les collectivités territoriales sont des personnes de droit public et jouissent, etc., etc., de l'autonomie administrative et financière, et patati et patata. Mais avant, on avait déjà dit que les collectivités territoriales sont notamment les régions et les communes. Donc, ce principe est posé comme étant un principe fondamental. Maintenant, quand vous partez plus loin pour regarder ce que sont les prérogatives ou comment se mettent en place ces organes, les deux organes, les régions et les communes, vous trouvez que déjà dans la Constitution, pour ce qui concerne les régions, eh bien, une importance particulière est accordée aux chefferies, au commandement traditionnel. Le terme qui est utilisé par le constituant, c'est le commandement traditionnel. On vous dit, par exemple, dans l'article 57, concernant les organes de la région, on vous dit que les organes de la région, il y a les représentants du commandement traditionnel élus par leur père. Donc, le constituant, il vous dit dès le départ que le commandement traditionnel devient un élément essentiel de la décentralisation. Et c'est important de rappeler que le constituant, enfin, disons, le législateur après, dit ce que c'est que la décentralisation. Il dit que c'est un transfert de compétences par les particuliers, pas toutes les compétences. Et il dit que c'est l'axe central du développement, etc. et de la bonne gouvernance locale. D'accord. Donc tout ça veut que, quand il a dit bonne gouvernance locale, puis il dit les organes de cette bonne gouvernance locale, il y a les régions et les communes. Puis dans les régions, il dit que le commandement traditionnel est un élément constitutif de la gouvernance locale. Cela veut dire que dans le préambule de la Constitution, il est dit que l'État préserve les droits des populations autochtones. D'accord. Et ce sont ces populations autochtones qui sont justement administrées par le commandement traditionnel, Merci. donc les chefferies traditionnelles. D'où d'ailleurs l'importance de votre thème et pour moi, la nécessité d'accepter de participer à ça. Merci. Puisque je suis défenseur de l'idée que, et ça c'est le député Bengono Angébert, qui dans un de ses ouvrages met cela sur la place publique, ce qu'il appelle les droits anthropologiques. Merci Limbi, on va développer ça tout au long de Ça nous l'émission. permet de comprendre donc que vous avez choisi un thème important parce que le commandement traditionnel n'est pas simplement les chefs traditionnels. Ça va devenir à l'avenir, là, c'est-à-dire dans les jours qui suivent là, avec l'avènement donc des régions, des éléments structurants de la gouvernance locale. D'accord. Puisque les chefs traditionnels constituent l'un des collèges du conseil régional. Il est comme on serait certainement dans un environnement harmonieux, dans un environnement idéal.
évidemment, au profit des populations, si tout ceci n'était pas, j'ai failli dire, emballé dans un environnement politique souvent tumultueux. Je veux dire que la conquête de l'espace, d'espace politique au niveau local, mais effectivement au centre la chefferie traditionnelle et souvent l'administration, ce qui peut de temps en temps créer des antagonismes, des oppositions. Oui, bien sûr. D'abord, il faut dire une chose. J'ai suivi avec délectation le développement fait par mon brillant collègue Luison et Samba tout à l'heure, qui plantait le cadre, le décor sur le plan purement scientifique par rapport aux données existentielles que nous avons ici sur le terrain. Maintenant, vous m'amenez sur un terrain qui m'intéresse fondamentalement, c'est-à-dire au-delà maintenant des affirmations purement scientifiques, doctrinales et autres. Quelle est la réalité maintenant et quelle est l'historicité de cette réalité? Donc c'est une question avec une question sous-jacente. Maintenant, par rapport à la réalité, c'est justement le conflit qu'on a aujourd'hui qu'il y a entre l'autorité traditionnelle dans son déploiement et l'autorité administrative dans sa perception de l'État et du rapport du citoyen à la société. Et ça crée un conflit fondamental dont l'analyse nous amène à revenir sur l'historicité. C'est-à-dire, à partir de quel moment la société traditionnelle, c'est-à-dire l'autorité traditionnelle, devient un problème. C'est-à-dire l'État du Cameroun, l'État lui-même, c'est qui devient l'État? Qu'est-ce qui est antérieur? L'autorité traditionnelle, c'est la société traditionnelle elle-même ou l'État, du point de vue dans son organisation administrative et autres. On voit bien que la transcendantalité, c'est-à-dire l'historicité, placerait la société traditionnelle avant l'État du Cameroun. Et donc, justement, c'est tout le problème. C'est tout le problème, parce que justement, la rencontre entre ce qu'on pourrait appeler la modernité de type occidental et la société traditionnelle n'a pas été une rencontre harmonieuse. Et c'est à partir de cette rencontre que le problème se pose. C'est-à-dire, comment est-ce que celui qui vient avec une certaine notion de l'État, dans une perspective impérialiste, comment est-ce qu'il règle sa rencontre avec la société camerounaise qu'il trouve? C'est tout le problème. Et lorsqu'on va comprendre cette problématique-là, et ça fait l'objet d'au moins 3 thèses, on va comprendre tout ce qu'on vit aujourd'hui. Cette rencontre est conflictuelle. Elle est conflictuelle et elle débouche sur, je ne sais pas si c'est ce bon mot, mais sur l'assassinat de quelqu'un qu'on appelle Rudolf Douala Mangabel. N'est-ce pas? C'est-à-dire le premier chef traditionnel qui se retrouve être représentant de ce qu'on va appeler plus tard le Cameroun, mais qui représente la communauté Douala et qui, dans son rapport avec l'arrivant, n'admet pas ce qu'on lui propose sur la table. Il n'admet pas de soumettre son peuple. Et il est obligé, l'arrivant, entre guillemets, est obligé de le soumettre, parce qu'il ne peut pas le soumettre, de l'assassiner. C'est ce crime historique qui détermine aujourd'hui tout le rapport, parce qu'on va construire ce qui deviendra l'État du Cameroun sur la base de ce type de rapport de soumission. C'est-à-dire l'autorité qui ne se soumet pas au colon, et d'abord à l'impérialiste et ensuite au colon, doit être neutralisée. La construction de l'État du Cameroun, plus tard, va s'inspirer de cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec l'autorité traditionnelle qui, en fait, aurait pu être dans la triptyque, c'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler le pouvoir républicain, le pouvoir traditionnel et le pouvoir religieux, on aurait pu avoir les 3 éléments-là qui, dans une grande harmonie, permettent à la République de fonctionner normalement. Mais simplement, ces faits historiques ont fait qu'on structure, qu'on conçoive l'État postcolonial dans un rapport de neutralisation de l'autorité traditionnelle et de désubstantialisation de l'autorité traditionnelle qui, lui, était porteur, qui, elle, était porteuse de ce qu'on pourrait appeler la légitimité populaire. Donc, à un certain moment, lorsqu'il n'y a pas eu une bonne rencontre entre la légitimité et la légalité portée par le représentant de l'État, on a essayé de substituer à la légitimité d'autres corps représentatifs qui, en fait, n'avaient aucune légitimité, mais qui se positionnaient comme étant ceux qui incarnent la légitimité populaire, c'est-à-dire les chefs ainsi qui ne sont pas vraiment représentatifs. C'est tout le problème aujourd'hui. Et donc,
le grand frère, le frère Elie Milobé a bien expliqué aujourd'hui comment, dans un maillage constitutionnel aujourd'hui, le constituant camerounais, le législateur a essayé de réinsérer le chef traditionnel dans le circuit en lui donnant une certaine place. Mais simplement, il faudrait ici questionner, est-ce que la fonction qu'on lui a donnée est en conflit avec l'autorité du chef dans son moi traditionnel? Est-ce que sa fonction, parce qu'aujourd'hui on peut dire, si on regarde la fonction, on dira qu'il est un auxiliaire de l'administration, dont le sous-préfet serait son patron, entre guillemets. Encore que l'expression patron, je ne voudrais pas l'adouber ici, l'accepter. Donc il y a d'une part une certaine autorité traditionnelle qui a un pouvoir et qui les assure. Une communauté qui accepte, qui reconnaît ce pouvoir-là, et il y a une organisation étatique qui donne à l'autorité administrative un certain pouvoir dont il va faire usage de la position de l'autorité traditionnelle pour mieux exercer ce pouvoir parce qu'il a besoin d'être partout à un moment donné. Donc, c'est la difficulté qu'a eu le constituant camerounais de gérer la rencontre entre l'autorité traditionnelle et l'autorité administrative qui pose un problème politique aujourd'hui. Et ce problème politique, c'est ce que nous avons vu, comme vous pouvez l'imaginer, il y a quelques jours à Bamendjou. Hein, c'était le prétexte à Bamendjou, où justement, dans sa compréhension, et celle qui lui est enseignée à l'ENAP, qui est une compréhension totalement néocoloniale, une perception néocoloniale, qui présente l'autorité administrative comme étant le supérieur du citoyen, alors qu'en fait c'est l'employé du citoyen dans la réalité. Parce qu'il faut pouvoir utiliser des émissions comme les vôtres pour pouvoir déconstruire un certain nombre de perceptions qui sont totalement erronées. L'autorité administrative n'a jamais été le supérieur du citoyen que je suis. Mais n'empêche que l'autorité administrative est garant. Il est garant de l'ordre public, ainsi de suite. Mais c'est un travail pour lequel, comme dit Peter Tongo, vous êtes garant de ce qui se passe dans votre studio ici. Hein, vous êtes payé pour ça et ça ne vous donne pas une posture transcendantale vis-à-vis de vos employés d'une certaine manière, à la réalité. Mais si jamais un employé vient faire du désordre ici, oui, vous allez pouvoir le lui rappeler. Voilà. C'est votre employé, parce que vous le payez. Hein, si c'est vous le patron, vous le payez. Mais ce n'est pas parce que l'État a voulu renforcer son autorité sur l'autorité traditionnelle en lui proposant 200 000 francs qui lui donne une posture transcendantale qui va faire que l'autorité traditionnelle va se soumettre absolument. Non, pas du tout. Donc, il faut que cela soit bien clair qu'il a une fonction, le chef traditionnel. On lui a donné une fonction, on lui a donné une qualité d'auxiliaire d'administration, mais on ne l'a pas mis comme sujet de l'autorité administrative. D'accord, c'est très important. Alors, Marx, il y a quand même également un autre aspect, et je crois bien que Elie Kamga a pris le chemin de ce développement-là, c'est que on retrouve souvent l'autorité morale, ou alors incarnée par le chef traditionnel dans des jeux politiques. Quand elles sont pas... Quand ils ne sont pas des acteurs, donc des acteurs politiques de premier plan, c'est-à-dire engagés dans des partis politiques, ils sont souvent des accompagnateurs du processus et autres. Est-ce que justement ce n'est pas l'un des éléments qui crée cette incompréhension dans le rôle et souvent ces conflits, puisque vous prenez le cas du chef Bamendjou, on sait bien que ce n'est pas l'un des premiers admirateurs du pouvoir en place. Est-ce que ce double rôle n'est pas justement l'un des éléments qui crée ces incompréhensions entre l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle? Alors, M. Dipita, tout d'abord, je voudrais, comment dirais-je là, féliciter le citoyen Elie Kamga de l'analyse qu'il en fait. Alors, vous savez, on a des chefs traditionnels, ils ont peut-être une fonction d'auxiliaire d'administration, sans pour autant véritablement être des auxiliaires d'administration. Maintenant, quand on regarde un peu, on a mêlé à un moment donné les chefs traditionnels, et je pense que c'était à dessein que l'État a pu le faire. On a réussi à mêler justement certains chefs traditionnels dans la politique. Alors maintenant, on se retrouve dans un système où, dès que vous n'avez pas la même vision justement que peut-être l'État, du coup, on pense justement que vous êtes un homme à combattre. Quand vous regardez, par exemple, je peux prendre peut-être le cas de l'Ouest, vous voyez bien qu'il y a certains chefs traditionnels qui ont des places au Sénat. Mais tel n'a pas été pour le chef Bamendjou, le roi Sokoudjou, qui, je crois qu'il a carrément refusé de s'intéresser à ces choses. Et quand vous parlez même des 200 000 francs qu'on donne aux chefs traditionnels, ça c'est même encore une façon de le soumettre. Pour leur laisser croire que vous êtes justement des véritables auxiliaires d'administration, vous avez justement pour chef peut-être le préfet qui est là,
Tout ça vise justement à phagocyter ces chefs-là. C'est même pour moi une sorte même de corruption morale. Mais vous avez donc dans le cas du chef Sokodjou, je suis convaincu, à moins qu'on m'apporte la preuve contraire, que le roi Sokodjou n'a jamais touché les 200 000. Je crois qu'il n'est pas intéressé par ça. Et ça fait qu'à un moment donné, ces postures, justement, peuvent poser problème. Mais revenons quand même sur le fait. Vous voyez, je suis de ceux, et c'est là où je partage quand même le point de vue du SDF. Je crois que dans leur programme politique, ils avaient dit qu'il fallait fermer l'ENAM. Parce que quand on voit tous ces sous-préfets, ou bien ces préfets qui sortent de l'ENAM, qui n'arrivent pas à un moment donné à comprendre quelle est la place de l'autorité traditionnelle. Ils arrivent un temps soit peu à penser que comme ils sont investis des pouvoirs, ils sont investis d'un décret, ils sont forcément des supérieurs hiérarchiques. Est-ce que la question fondamentale n'est pas de se demander si le représentant de l'administration fait respecter la loi? Non, parce que dans ce cas, c'est peut-être la loi. Bon, je me suis fait reprendre par un magistrat une fois qui me disait que la loi, une fois votée, n'est pas mauvaise. Non. Mais je veux dire que, pour prendre le cas qu'on cite, y a-t-il eu, oui ou non violation de la loi? Y a-t-il eu exagération dans l'application de la loi? Y a-t-il eu, parce qu'il est trop facile aussi souvent d'indexer. Mais je vous réponds, M. Dipita, je vous réponds. Vous voyez, comment dirais-je là, une chefferie traditionnelle, le domicile, une chefferie traditionnelle peut être considérée justement comme un domicile privé. Ouais. Vous ne pouvez pas à un moment donné empêcher les enfants peut-être d'un village, ou bien, comment dirais-je, c'est un visiteur, d'accord, de se retrouver peut-être à Bamendjou et d'aller rencontrer le chef Bamendjou, peut-être pour discuter de certains sujets. Vous comprenez? C'est comme un chef, ses enfants viennent le voir, lui posent des problèmes, il donne son point de vue. Mais, du coup, s'il faut demander justement des autorisations, ça veut dire qu'on se comporte comme si un chef pour réunir ses enfants, pour discuter avec ses enfants... Est-ce que c'est pas biaisé? Est-ce que prendre non, cet exemple... non, je ne crois pas que c'était biaisé. Marx. En toute sincérité, c'est pas biaisé. Marx. Ce que je vais dire, non. Ce que je vous relance. Je vous relance. Le chef qui reçoit ses enfants, oui, c'est bien différent du chef qui reçoit, par exemple, et je dis bonsoir à Ndiokam Tchameni, c'est bien différent du chef qui reçoit en son domicile Ndiokam Tchameni. Oui. Donc, en la matière, non, quand je dis des enfants, encore que je crois que la rencontre qu'il y a eu là-bas, je suis persuadé qu'il y avait forcément des Bamendjou, il y avait également des autres qui n'étaient pas de Bamendjou. D'accord. Je peux vous parler. Ah, vous y étiez. D'accord, j'ai vu mon ami Espoir Matomba, j'ai vu des gens. Alors, si Espoir Matomba en politique, il est Kamga qui fait dans la politique. Non, ça ne gêne pas. Je vais dire que je peux me lever là. Je me retrouve à Bamendjou. D'accord. Je vais aller... Il va dire un mot et on revient aux autres panélistes. Je voulais juste compléter ce qu'il a dit de manière fondamentale parce que je suis l'un des co-organisateurs de l'audience qui s'est tenue... En plus. Oui, il faut le dire, hein, qui s'est tenue à la chefferie Mbamedjou. Parce que je suis d'abord un petit-fils de ce royaume-là, il faut le dire de manière fondamentale. Et donc il faut... pour les faits, qui sont les participants? Qui étaient les participants à cette rencontre? C'est les participants, c'est les membres, tous ceux qui se reconnaissent aujourd'hui dans ce qu'on appelle le cadre citoyen de concertation, c'est-à-dire le C3, qui est un regroupement des citoyens... Quelques noms? Personnalités, quelques noms. Ouais. Mais attends, vous avez ici à Douala beaucoup de noms. Qui étaient là-bas ce jour-là? Qui étaient là-bas ce jour-là? Kawala, Ndiokam Tchameni, moi-même, Espoir Matomba, Bois Massok, Akeremouna, qui est un peu par vidéo, ainsi de suite. Un certain nombre de gens, de personnalités qui étaient présents. C'est une quarantaine de personnalités. Donc ça explique mieux là. Alors, ça veut dire qu'il faut ici dire une chose fondamentale pour les téléspectateurs. La rencontre dans cette chefferie-là, et il a bien dit, la chefferie c'est un cadre clos, c'est un privé. Si le préfet du Haut-Plateau a eu quelques soucis, en son temps j'avais demandé à M. Sadi, il était encore Minat, que nous sommes prêts à organiser même gratuitement des recyclages pour les autorités administratives qui avaient un souci par rapport aux lois, hein, surtout les lois sur les libertés publiques, parce qu'on a vu qu'il y avait une récurrence de violations et ça pouvait être le fait justement d'une méconnaissance ou alors de non-recyclage. Et donc, en l'espèce, le préfet du Haut-Plateau, je le dis de manière solennelle, a un problème avec la compréhension de la loi qu'il cite lui-même. Quel problème? C'est-à-dire il n'a pas compris, il me semble qu'il a quelques soucis à pouvoir établir qu'est-ce qu'on appelle réunion publique aujourd'hui. Parce que la loi n'est pas, le cadre légal n'est pas que la loi, et encore que la loi est assez précise, aussi bien dans son objet, dans sa lettre que
dans son esprit. Mais en même temps, elle est complétée par ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire, ça fait partie des différents foyers de production du droit, que sont le foyer législatif, réglementaire et jurisprudentiel. Donc, si le préfet de Haut-Plateau avait pris la peine de se raviser, il aurait compris que, la chefferie Bamenjou n'est pas un lieu ouvert au public. En tant que tel, c'est ouvert au public quand celui qui en est le propriétaire en donne l'accès à ce public-là. Tout comme dans votre domicile, ce n'est pas ouvert au public. Quelqu'un n'entrera que si vous avez autorisé à la personne d'entrer. Donc, deuxièmement, ce n'est pas un lieu public, parce que c'est un domicile privé. Donc, les deux notions, ouvert au public et lieu public, fondent ce qu'on appelle réunion publique. Donc, lorsque les deux éléments ne peuvent pas se vérifier, vous n'êtes plus dans une réunion publique, du point de vue de la loi. Et la jurisprudence vient encore compléter, celle, justement, la plus récente, c'est la jurisprudence Jean-Bosco Talla, qui condamne les sous-préfets, les autorités administratives, qui sont donnés la liberté sur la liberté. Donc si monsieur le sous-préfet, le préfet de Haut-Plateau, avait pris la peine de revoir cette loi-là, de revoir la jurisprudence camerounaise, et même celle constante française du Conseil d'État, il y en a au moins 87 décisions rendues par le Conseil d'État sur cette question, la notion de réunion publique, il ne se serait pas hasardé à trouver des mots aussi graves que rébellion, machin, et consorts qu'il a utilisé. Donc c'est un problème d'abord de la formation souvent qu'ils ont eue, du déficit de recyclage et même du type de rapport qu'on leur inculque, qu'on leur donne à l'ENAM, c'est-à-dire rapport citoyen à autorité administrative. Et il faut déconstruire ce type de rapport-là, et je complétais donc ce qu'il a dit. Donc le roi de Bamenjou a reçu le C3 dans le cadre d'une audience avec un objet précis, c'est-à-dire que comme toutes les audiences qu'il accorde, il donne des conseils, il écoute ce que ses fils ou ceux qui sont venus le voir. Parce qu'il faut noter, c'est 67 ans quand même de règne, donc 70 ans pratiquement de règne. C'est plus de 10 années et près de cette prison qu'il a fait au Cameroun dans le cadre de la lutte, c'est-à-dire en tant qu'UP6, des prisons de haute sécurité. Donc c'est un sage, ils ne sont pas nombreux au Cameroun, donc ce monsieur, on ne l'intimide pas avec des mots comme ce qu'on a vu. Il est clair que le cas comprend, c'est juste pour illustrer. Oui, bien entendu, bien entendu. Pour qu'on puisse mieux comprendre et cerner le thème qu'on a en débat ce soir. Abel Elimbilou, justement, une fois qu'on a donc défini le cadre, les rôles des uns et des autres, qu'est-ce qui peut donc justifier, j'ai failli dire, le fait qu'il y ait souvent cette impression d'une entité qui marche sur les pieds de l'autre? Comment est-ce que, si tout est aussi clair, comment peut-on comprendre, ou alors le fait qu'il y a souvent cet amalgame récurrent, et d'ailleurs très fréquent sur des questions politiques? Est-ce que c'est juste l'intérêt politique, les actions de lutte pour le pouvoir qui crée ces étincelles-là? Je pense que vous venez de dire l'essentiel. C'est les actions de lutte pour le pouvoir qui créent ces étincelles, parce que les gens ne sont pas sincères. L'attachement au principe est à géométrie variable. C'est ça l'essentiel de la vie politique camerounaise, malheureusement. Ce que je viens d'entendre, c'est un tissu de contre-vérité. Où les gens, parce que ça les arrache, produisent un ensemble d'argumentaires qu'ils veulent faire passer comme étant des argumentaires en soi. Mais il faut raison garder et accepter ce que c'est que la République. Et à côté de la République, ou dans la République, les chefferies traditionnelles. Vous ne pouvez pas dire qu'une chefferie traditionnelle est un lieu privé. Quand vous allez dans toutes les chefferies, là, vous trouvez, on a mis le drapeau ici, et vous dites c'est un lieu privé. Une chefferie traditionnelle n'est pas un lieu privé, c'est un lieu public. On n'y accède pas simplement parce que le chef veut, parce que même dans un ministère, vous y accédez parce que le chef veut. À la présidence de la République, pour y accéder, vous demandez une audience. Chez le gouverneur, pour y accéder, vous demandez une audience. Chez le préfet, etc. Donc, il ne faut pas faire ce genre d'amalgame. Ça complique tel... Oui, vous allez répondre tout ce que vous dites. Ça ne changera rien. Ça n'enlèvera d'ailleurs rien dans ma tête. Ce n'est pas à moi qu'il faut répondre. C'est pas à moi qu'il faut répondre. Oui, bien sûr. Si le chef... S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Je viens de vous écouter, cher frère. Oui, bien sûr, mon frère. Alors, il y a la décence. Oui, on a la de décence. m'écouter aussi. Parler sans dire si le chef traditionnel... Vous vérifier sans qualifier les si autres. le chef traditionnel
avait reçu là une réunion du RDPC ou des RDPcistes, vous n'aurez pas cette posture. Pourquoi? Puisqu'ils le font tous les jours. Et je vous en prie. Mais justement, je suis très d'accord avec vous. Ils le font tous les jours et tous les jours, nous les avons condamnés. Nous les avons condamnés d'avoir cette posture partisane. Aujourd'hui, entre, je sais, c'est pas 200 000, 2 000 ou 3 000 ou 4 000 ou 10 000 qui sont. Un reçoit un ensemble d'acteurs politiques, parmi lesquels vous, et vous venez ici nous dire de façon tout à fait partisane que c'est bien comme il vous a reçu. C'est normal que vous ayez ce comportement, c'est humain. Quelqu'un vous reçoit, vous dites que c'est bien qu'il vous a reçu. C'est tout. Mais quand il reçoit, parce que d'autres chefs, peut-être pas Soukoudjou, mais les autres chefs sont ici tous les jours. Ils ne nous reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas les gens de l'opposition. Ils reçoivent les gens du gouvernement. Et nous les condamnons. C'est ça que j'ai dit depuis toujours, depuis un certain nombre de temps, que nous avons dans l'opposition des acteurs qui sont de mauvais acteurs politiques. Ils condamnent une chose, mais ils sont prêts eux-mêmes à faire cette chose. Ce n'est pas parce que Soukoudjou t'a reçu que c'est bien. S'il avait reçu plutôt les membres du comité central, tu ne serais pas ici en train de dire que c'est bien. Bon, je ne vois d'ailleurs pas le rapport qu'il y a avec la décentralisation. Moi, je préfère revenir à la décentralisation et laisser Soukoudjou tranquille dans son coin. Soukoudjou décide d'être proche de l'opposition. Certains opposants en sont fiers. Je leur dis simplement que, comme Soukoudjou vous reçoit et vous en êtes fiers, acceptez demain que tel ou tel autre chef traditionnel aussi ne vous reçoivent pas, mais reçoivent plutôt les gens qui sont au pouvoir. Hier, on a vu le chef Baham prendre des cailloux. Bon, donc, vous êtes en train de faire une chose et son contraire. Et ça montre la faiblesse de l'humain, l'homme. Mais moi, je reviens dans la décentralisation. C'est ça qui m'intéresse. Mais moi, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Oui, non, ce que j'ai dit, Allez-y dans la vous avez décentralisation. déjà dit vos choses. Si on ne vous avait pas reçu, vous ne serez pas ici. Oui, vous aurez la... Le lamido de Garoua, qui ne vous reçoit pas, vous l'indexez et vous le traitez de tous les noms d'oiseaux. Hein? Allez dans la décentralisation. Moi, je reviens dans la décentralisation parce que c'est ça qui m'intéresse. Dans les conseils régionaux qui arrivent, les membres du conseil régional sont issus de... Ils appartiennent à deux collèges. Il y a les délégués des départements. Ça, c'est la Constitution. Élus au suffrage universel indirect. Et dans le Code électoral, article 248, les délégués des départements sont élus par un collège composé des conseillers municipaux. Vous voyez que c'est éminemment politique. Les électeurs, c'est des acteurs politiques bien spécifiques. C'est des cadres des partis politiques qui vont élire les conseillers des départements. Puis, il y a les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs, c'est-à-dire d'autres représentants du commandement traditionnel. Donc c'est entre eux. C'est très important de noter ça et de savoir ce que dit le code électoral. Dans l'alinéa 2, les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé de chefs traditionnels de premier degré, deuxième et troisième degré autochtones, dont la désignation a été homologuée, c'est-à-dire acceptée par le pouvoir, par l'État.
conformément à la réglementation en vigueur. C'est-à-dire que l'État central, avec toutes ces déviances que nous pouvons lui attribuer, c'est lui qui va dire si tu es un chef traditionnel normal. Parce que si normal, tu n'es pas... normal selon la loi. Oui. Selon Et nous n'allons pas la faire... loi. Selon la... Mais c'est écrit ici, non, conformément à la réglementation en vigueur. C'est écrit là, non. Donc, ce n'est pas conformément à nos spéculations. Ce n'est pas conformément à ce qu'on aime. J'aime Dipita Tongo, dans un Big Mac, il est chef traditionnel. Mais comme il n'est pas conformément à la réglementation, cela suppose quelque chose. Que quand le constituant dit dans le préambule Pour terminer sur cette de partie. la Constitution que l'État préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi, il a dit quelque chose d'éminemment important. Avant la République, il y avait les populations autochtones qui avaient leur organisation spécifique, leur chefferie. C'est de là que ça vient. Il n'y a pas de chefferie en 1740. Il n'y avait pas de République qui avait les chefferies. D'accord? Mais lorsque nous entrons en République, il y a un dessaisissement d'une partie du pouvoir au sens de Hobbes, le contrat social. Les citoyens se dessaisissent d'une partie de leur pouvoir pour le conférer à un souverain qui est l'État central. Donc vous ne pouvez pas en même temps vouloir que les chefferies traditionnelles soient dépositaires d'une souveraineté nationale. Elles ne le sont pas. Vous reviendrez tout à l'heure. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par l'entremise des gens qui ne sont pas les chefs traditionnels. Merci Abel. Vu comme ça, nous devons laisser chacun dans sa place. Et n'instrumentalisons pas les chefs traditionnels en faisant que quand ils nous reçoivent, parce que je suis l'opposition, c'est bon. Quand ils reçoivent le RDPC, comme je combats le RDPC, ce n'est pas bon. Compris. Et patati, Ambroise, on ne va pas s'entendre. La question tout à l'heure, qu'il reste à sa place. La question tout à l'heure était de savoir si les choses sont aussi bien dites, aussi bien planifiées par la loi, qu'est-ce qui peut donc justifier ce sentiment d'ingérence, soit de l'administration dans les affaires traditionnelles. Bon, je ne sais pas si le cas des affaires traditionnelles s'ingère souvent dans l'administration. Bref, qu'est-ce qui peut expliquer ou justifier cela? Ce député, il y a une forte implication de l'administration dans la procédure de désignation des chefs. On se rend bien compte que tout commence au début. C'est-à-dire, on vous dit, pour les chefferies de 3e degré, le sous-préfet mène les consultations auprès de notabilités coutumières. Pour les chefferies de 2e et 1er degré, c'est le préfet qui mène les consultations. Maintenant, quand toutes ces consultations sont menées et qu'il n'y a pas de problème, et on en vient à la deuxième phase, qui est la phase de l'homologation, qui vient justement valider le choix qui a été fait par les notabilités coutumières. Ça veut donc dire que pour les chefferies de 3e degré, l'acte d'homologation est pris par le préfet. 2e degré par le ministre de l'administration territoriale et 1er degré par le Premier ministre. Vous voyez donc que même sur la dimension disciplinaire, on se rend toujours bien compte que l'autorité administrative a une part importante dans le processus. Et surtout que, je l'ai indiqué tout à l'heure à mon propos prélogoménal, pour dire que la loi elle-même est claire. Elle dit que les chefferies traditionnelles sont des collectivités territoriales, donc sous l'emprise totale de l'État. D'où mon jet de pierre tout à l'heure quand je parlais d'étatisme et traditionnalisme, pour dire que, en réalité, les chefs traditionnels, bien qu'étant d'essence coutumière, sont sous l'autorité de l'État. D'où donc l'action du sous-préfet me semble une action qui s'est inscrite dans la légalité parce qu'il doit veiller au bon ordre. Mais ce que j'ai simplement regretté, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de pouvoir contesté, dans un contexte de pouvoir où tout est contesté. La preuve, vous voyez que si j'avais été par exemple à la part du sous-préfet, qui a le droit de donner... Du préfet ou du sous-préfet? Là, du préfet, qui a le droit de donner un avertissement, un blâme ou un rappel à l'ordre, moi, je le ferai de manière verbale. Parce que vous savez qu'en réalité, c'est vrai, le principe, c'est que l'administration est écrite.
Mais dans les formes aujourd'hui des actes administratifs unilatéraux, le sous-préfet, le préfet, les autorités administratives peuvent déployer d'autres mécanismes. C'est-à-dire que l'acte administratif verbal, c'est-à-dire moi si j'avais été à la place du préfet, j'irais rencontrer le chef Sokoudjou et lui tenir un discours verbal. C'est aussi une forme de gestion. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, M. Dipita, c'est simplement que la logique jacobine qui structure la gestion de l'État semble être transcendantale. Je rejoins un peu mon aîné dans la chair. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'esprit qui anime l'administrateur, c'est fait agir sur le pan de l'autorité. Or, je disais tout à l'heure qu'on peut passer à une autre formule, qui est la formule jacobine, c'est-à-dire qu'en réalité, où j'allais dire la formule girondine, voilà, où l'autorité administrative peut être un bon manager. Parce que, écoutez, M. Dipita, aujourd'hui, si vous regardez très bien le fonctionnement de ces chefferies, on se rend bien compte que les chefs traditionnels ont perdu d'un principe phare, c'est le principe de la neutralité. Et le fait qu'aujourd'hui, ils soient fortement impliqués en matière politique vient donc dénaturer toute la quintessence et même l'essence de tout leur pouvoir traditionnel. C'est d'où la nécessité. Moi, je remonte ce Koudou, pendant que je faisais mon mémoire, j'ai lu sur la désignation des chefs traditionnels, j'ai lu un certain nombre de ses sorties et de ses écrits. Je m'étais rendu compte, et ça je souscris au propos de Marx, M. Sokoudjou disait, si les chefs traditionnels veulent conserver leur autorité, qu'ils évitent de faire la politique. Et bien entendu, au-delà de cette politique, ils doivent mettre en œuvre le principe de la neutralité. Vous voyez donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les chefs traditionnels sont des membres de nos assemblées politiques délibérantes, et même là, sous le mépris de la loi, parce qu'il y a, quand nous disons la lettre et l'esprit de la loi, on se rend bien compte qu'il y a même des cumuls, des incompatibilités, parce que le chef, par exemple, le roi le sultan Bamoun est sénateur. Normalement, quand nous lisons l'article 17 de la loi du décret de 77, il ne doit pas être chef traditionnel et sénateur. C'est une incompatibilité. 77? Oui, le décret de 77. Oui, c'est que les chefs traditionnels ne peuvent pas à la fois occuper des fonctions politiques et des fonctions administratives. La seule réserve, c'est que... J'aime quand on dit les choses comme ça, on met le texte à terre. Non, prenez le texte. Quand vous nous rendez les interprétations... Prenez le texte. Voilà. Non, prenez le texte. Je crois que c'est l'article 17, ça va le décret de 77. Je le cite avec autorité pour avoir mené des travaux dessus. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est quoi, Dipita? La question aujourd'hui qui se pose, et il faut le dire de manière claire, c'est que les chefs ont cette capacité de mobilisation de leur population et deviennent donc très dangereux dans le jeu politique. D'où donc l'effet de ce que, dès lors qu'un chef s'implique de manière effective et de manière prégnante dans le jeu politique, ça devient de sorte qu'il perd de sa autorité, d'où la nécessité de mettre l'administration de côté, un peu comme au Bénin. L'autorité n'intervient pas dans le processus de désignation des chefs traditionnels. Ça reste entre les différents pairs. C'est-à-dire que les chefs de troisième degré, et même l'ensemble, ils élisent leurs différents pairs au poste de chefferie concerné et l'administration ne vient que valider. Or, dans le cas de l'espèce, on se rend compte que l'administration est l'alpha et l'oméga de la procédure de désignation des chefs. Et ce qui est pire, vous savez que le décret de 77, en son article 16, dispose très clairement qu'en cas de contentieux, c'est l'autorité investie du pouvoir d'homologation qui, elle, encore, règle le litige en premier et en dernier ressort. Ce qui me semble être une hérésie dans un contexte d'état de droit où, normalement, si on n'est pas satisfait devant l'administration, un peu comme dans le contentieux de la destitution des chefs, là, c'est le juge administratif qui est compétent, mais on devrait également le faire au niveau du contentieux de la désignation des chefs traditionnels. C'est l'occasion de vous demander, Marx, est-ce que justement, on ne peut pas dire que les chefs traditionnels alors donnent le bâton qui, aujourd'hui, leur revient sur la figure? Exact. Vous voyez, tout à l'heure, on a arrêté, tout est devenu politique. Parce qu'il faut quand même comprendre que si les chefs se sont mêlés à la politique, c'est tout simplement le régime en place qui a bien voulu, et justement pour des raisons propres au régime, que les chefs traditionnels se mêlent à la politique. Vous voyez, tantôt, on a dit que on conseillait aux chefs traditionnels de ne pas se mêler sur la politique. Je me souviens encore
de mon père, de regretter mémoire, qui avait écrit. Il était chef traditionnel. Non, je vous en prie, mon père n'était pas chef traditionnel. Je Il était cadre. Je vais faire cette précision. Pourquoi? Parce que, vous voyez, moi, je suis du département des Hauts-Plateaux, plus précisément du Baham. Alors, moi, je me souviens, lorsqu'il y avait des batailles de politique en 2007, mon défunt père, qui était cadre à la Banque centrale, j'ai encore des courriers, de manière confidentielle, qu'il écrivait au chef Baham. Tout à fait. Il lui disait, vraiment, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'ai parfois envie de dire, si tu pouvais te lever et voir ce qu'est devenu ton Baham natal. Pourquoi je fais cette précision? Dans ses confidences, il disait au chef Baham, quand il a senti que le régime voulait mêler les chefs traditionnels dans la politique, il a écrit au chef Baham, qu'il a même rencontré plusieurs fois, de ne pas se mêler de la politique, de peur d'abord, premièrement, de se retrouver sur le terrain de bataille avec ses propres enfants, qui finiront par lui manquer de respect. Nous savons très bien comment ça s'est passé. Et que par la suite également, deuxièmement, il va donc perdre justement son autorité de chef. On a constaté ce que ça a donné. Ce qui est valable pour le chef de Baham peut également être valable pour d'autres chefs traditionnels. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais il faut quand même qu'on sache que si on a mêlé les chefs à la politique, le régime de Yaoundé l'a fait, d'accord, c'était à dessein et c'était pour des intérêts personnels. Malheureusement, malheureusement, on a donc des chefs justement qui, dans la recherche du gain, d'accord, ils sont tombés. Et on peut dire que le chef Sokodjo, peut-être de par son expérience, parce que 67 ans de règne, ça c'est pas quand même négligeable, c'est quand même un patriarche de haut vote. Alors, étant un ancien UP6, j'aurais appris qu'il était un ancien UP6, c'est très dur. Donc mais pas neutre. Je vous en prie. Donc pas neutre. Je vous en prie. Monsieur Limbi. Allez-y, Max. Il vous accompagne. Alors, donc, il est donc évident que le chef Sokodjo, de par son expérience, a vu de vue ce qui pouvait arriver par la suite. Et je crois qu'aujourd'hui, de manière claire, quand on veut, moi je pense pour moi que c'est le préfet qui est peut-être instrumentalisé. Il a peut-être une mission de faire taire le roi Sokodjo. Écoutez-moi bien. Ce préfet de Haut-Plateau, il est bam. Disons les choses telles que c'est. Je suis persuadé que si c'était le sultan Bamoun qui avait convié des gens dans le même cadre que le roi Sokodjo, il n'aurait pas dit. Je vous en prie. Je dis, il n'aurait pas sorti une telle note. Soyons vrais. C'est un peu l'idée développée par Jean-Marie Ça devient donc du 2 poids, 2 mesures. Okay. Et je vous en prie, monsieur Limbi. Je suis simplement d'accord avec vous et content de vous l'attendre. Parce que quand je vais vous dire après que quand on voit donc les choses comme ça, que chacun aille donc être préfet chez lui. Mais attends, c'est à ça que vous voulez venir. Puisque quand je vais vous dire tout à l'heure que tous les conflits fonciers que nous avons au littoral, c'est parce que les préfets ne sont pas d'ici. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous allez revenir dire ça tout à l'heure. Continuez. Allez-y. Non, écoutez, pour faire sérieux, monsieur Limbi, quand je prends le cas de ce sous-préfet de Haut-Plateau... C'est le préfet, pas le sous-préfet. Bon, le préfet du Haut-Plateau... Alors, je fais observer... Comme il est Bamoun, c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais à la limite, là, vous me fatiguez à la limite. Je vous en prie. Non, vous êtes en train de dire que comme il est Bamoun, c'est pour ça qu'il a fait ça. Non, c'est pas donc s'il était un Bouddha, il n'allait pas faire ça. C'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Ne répétez pas les mots, c'est pas ça. Nous sommes sur le plateau ensemble. Mais nous sommes sur le plateau ensemble. Vous entendez ce que vous voulez. Vous reviendrez développer ça tout à l'heure. Laissez-le non argumenter. Non, je veux qu'on soit clair. Il a dit qu'il est sûr que si le préfet là était, si c'était le roi des Bamoun, si c'était le roi des Bamoun qui disait ça, et que le préfet là qui est Bamoun, il n'aurait pas dit ça. On a tout le monde a compris. On vous a compris aussi. Oui, on vous a compris, je vous en prie. C'est important que Max ait dit ça. Parce que ça va structurer le reste des réactions. Ne refaisons pas les mêmes choses. Je vous en prie, monsieur Elimbi. Vous allez prendre la parole et vous allez... Elimbi Lobert. Je suis avec vous. Oui, moi, je suis avec vous. Je pense qu'on vous allez prendre la parole et développer ça tout à l'heure. Je pense qu'on peut discuter sans avoir besoin de crier. Je suis avec vous. J'avoue, monsieur Elimbi. J'avoue en toute sincérité que
lorsque j'ai vu la liste des invités... Vous avez failli ne pas venir. Non, pas ça. Je me suis dit, il faut encore que... Donc vous savez exprès que vous dérangez. Je dérange à quoi? Je prends acte qui dit que si c'est le sultan de Bamou qui disait ça, le préfet là n'allait pas le dire. Le problème qui se pose, c'est que vous l'interrompez. Alors que vous pouvez le dire. Non, j'ai pas... Alors que vous pouvez le dire. J'ai voulu comprendre vraiment. Et on est déjà d'accord, il peut continuer. Mais vous pouvez le dire à votre temps de parole. On est d'accord. Allez-y, Marc. On est d'accord. Alors, je disais encore que lorsque j'ai vu la liste des invités, je dois avouer que j'ai rapidement demandé à mon collaborateur qui m'accompagnait, est-ce que vous avez Iferagan Codéine? Parce que chaque fois que je me retrouve avec vous, je finis par avoir mal à la tête. Je prends Iferagan Codéine, monsieur Demi. On peut discuter sans crier. Ça me met vraiment mal à l'aise. Alors, je reviens sur mes propos. Je dis... En parlant comme des vers de terre, moi, ça me met mal à l'aise. Décidément. Max, allez-y. Alors, j'ai peut-être perdu le fil des idées, mais je dis de manière claire que le préfet des Hauts-Plateaux n'aurait jamais posé un tel acte face au roi, face au roi Bamoun. Il ne l'aurait pas fait. Il y a un excès de zèle. Et je dis, admettons-le quand même, il y a quand même une volonté de faire taire justement le roi des Bamandjou. Il y a justement une volonté de faire taire le roi des Bamandjou. Quand demain, il y aura également un tel rassemblement comme ça quelque part, on va dire au préfet, prenez également des mêmes dispositions, des mêmes mesures, il ne va pas prendre. Il faudrait bien qu'on prenne acte. Je dis tout simplement, et en toute sincérité, que le chef Sokoudjou a reçu ses enfants, il était libre dans un domicile privé, il pouvait s'exprimer, il pouvait faire des dialogues avec ses enfants, discuter des sujets, d'accord? Et je ne vois même pas où il y avait le trouble à l'ordre public. Parce que quand vous voyez justement des arguments qui ont été évoqués, on vous parle de rébellion. Mais c'est des accusations extrêmement graves. Et c'est pourquoi je dis, je suis convaincu que ce n'était pas anodin. Je crois qu'il y a une volonté. Parce que nous voyons les sorties du roi Sokoudjou dans le quotidien. Je crois qu'il y a donc une volonté justement de vouloir briser justement le roi Sokoudjou, de vouloir le soumettre. Et face à cela, je peux tout simplement dire que j'accorde tout mon soutien au roi Sokoudjou pour lui dire, il ne faut pas baisser les bras. Et encore, je pense qu'il est loin de le faire. D'accord. Je vais vous passer la parole, mais juste un mot Oui. Pour la précision. Réunion publique, c'est soit en public, soit ouvert au public. Est-ce que dans le cas d'espèce, on peut dire comme le préfet qui a eu une réunion publique? Vous savez, la terminologie de réunion publique veut dire qu'on organise une réunion où a accès le public. Je voudrais compléter ma question. Oui. Il nous a tout à l'heure cité les participants à cette rencontre. Oui. Edith Kavala, il est Kamga, Dieu Kam Tchamé. Ce n'est pas la qualité des participants qui détermine. Non, je reste dans le contexte. C'est bien de le dire, je reste dans le contexte. Je vous suis. Vous voyez un peu, Akere Mouna par vidéoconférence, etc. C'était juste pour compléter ma question. Et puis il prend la parole après votre réponse. Oui, bien entendu, quand on parle d'une réunion publique, telle que le décrit la loi de 90 sur les réunions publiques et manifestations publiques, on se rend bien compte que une réunion est dite publique lorsqu'elle est ouverte au public, c'est-à-dire que lorsque l'accès permet à tout le monde d'y prendre part. Et bien entendu, quand on regarde un peu le contexte de ce qui s'est passé, ou du moins peut-être que le préfet, l'autorité administrative ne s'est pas focalisé sur la question de la réunion publique, mais sur la qualité des participants. Et c'est pourquoi je pense que, je présume sur les questions d'assurer le bon ordre, je présume que ce n'est pas la première fois depuis que ce préfet est installé que le chef Sokoudjou reçoit chez lui des gens. Donc, s'il a fait une précision à ce moment-là, c'est peut-être aussi parce qu'il a regardé la qualité des participants. Oui, il a regardé la qualité des participants et je pense qu'à partir de là, dans le sens justement d'assurer le bon ordre, et aussi, il faut avouer que le préfet a été suffisamment bien informé parce que vous ne pouvez pas prendre un tel acte si vous n'avez pas au fond des bonnes informations qui vous amènent à produire un acte administratif. Docteur, on voit ça tout le temps, vous comprenez? Trouble à l'ordre public, mais seulement que le trouble à l'ordre public est toujours d'un côté. C'est très facile de dire que non, le préfet a un niveau de renseignement, il a un ensemble d'informations, c'est trop léger. D'accord, il intervient et puis on évolue. Je vais intervenir et j'ose espérer que
le brillant modérateur d'Ipita me donnera le temps qu'il a donné à mon camarade de plateau. Et donc, je voulais d'abord clarifier, je ne peux pas me permettre de donner des comptes vérités. Je ne suis pas là parce que j'étais à Bamidjou, je vais travestir les vérités. Non, non, pas du tout. Non, nous disons les vérités. Les vérités, c'est quoi? C'est que le C3, qui est le cadre citoyen de concertation qui est mis en place et qui regroupe des personnalités, des partis politiques, la société civile et autres, et qui entend regrouper davantage, a sollicité une audience auprès du roi Bamidjou. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas une contre-vérité. Et le roi a bien voulu accéder à cette audience en demandant la liste des personnes qu'il va recevoir. Donc déjà, on évacue le fait qu'il y a un malentendu par rapport au type de réunion. C'est une réunion qui n'est pas publique au sens de la loi de 1990. Parce que celui qui reçoit, qui accueille, dans la salle de réunion, on connaît nommément les personnes qui doivent y prendre part. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. On n'a même pas besoin de convoquer la jurisprudence pour essayer de statuer sur le caractère public ou non public de la réunion. Donc, il n'y avait pas une nécessité de faire une déclaration de réunion. Maintenant, il y a quelqu'un dans la localité que moi, je paye en tant que citoyen, que vous payez, pour faire un travail de renseignement et qui est au service du préfet et du sous-préfet. C'est ces gens-là qui devaient faire leur travail et renseigner le préfet. Il ne revenait pas au chef Sékou-Djou de faire le travail d'autres personnes qui sont payées par l'État du Cameroun pour faire ce travail de renseignement et donc fournir ce qu'il avait besoin. Donc le roi Sékou-Djou n'était pas astreint, n'était pas obligé de faire une déclaration. Il n'était même pas appelé à faire une déclaration. Ça, c'est une première chose. Donc il n'y a pas de contre-vérité qui soit donnée. Je vous laisse poursuivre, mais je voudrais partager avec vous une anecdote faite à l'époque ici par Mouté Ambassa, oui. Lors d'un débat comme celui-ci. Il disait que lui, il avait organisé un anniversaire ou une réception de médailles chez lui dans le Mbam, là-bas au village. Oui, et pendant que les gens dansaient, la musique et tout, l'autorité administrative du coin, le sous-préfet est venu le voir et lui dit « Mais monsieur, vous n'avez pas déclaré votre manifestation. Et lui de répondre « Je ne savais pas qu'il fallait la déclarer. » Ouais. Et le sous-préfet de lui dit, même pour votre propre sécurité, il peut arriver des bagarres, il peut arriver dans un événement aussi gentil, jovial, sans que vous n'en mesuriez le degré peut-être de sécurité. Donc, juste pour partager cette anecdote-là, pour qu'on reste bien. Il doit savoir, celui-là, le sous-préfet qui lui a dit, et c'était un mauvais conseil, l'État essaie bien organisé. Celui qui tient une réunion qui n'est pas publique en assure lui-même la sécurité de sa réunion. S'il sent qu'il a une menace sur sa sécurité, il évalue et puis il fait appel aux forces de l'ordre qui en ont qualité. C'est de ça qu'il est la question. Et même pour les réunions, quand bien même elle serait une réunion publique, l'autorité administrative n'en est qu'informée. Et elle n'a même pas le droit de l'interdire. C'est aujourd'hui établi et c'est confié par la jurisprudence. Elle ne peut pas interdire. Même pour des raisons d'ordre public, elle ne peut pas interdire la réunion publique. Seulement la manifestation publique. Ça a été clarifié dans la loi et dans la jurisprudence qui existe aujourd'hui. Maintenant, il y a des mécanismes et des moyens qui permettent à l'autorité administrative de veiller sur l'ordre public. Et s'il a besoin de plus de moyens, on lui donne les moyens en tant que citoyen, en tant qu'élément de l'État. C'est-à-dire que nous sommes l'un des éléments, des trois éléments de l'État, on lui donnera les moyens. Donc on ne peut pas, au moment où il a tous ces moyens, on vient encore mettre une hypothèque sur nos libertés au motif qu'il peut anticiper pour voir qu'il pouvait avoir trouble à l'ordre public ou pas. Donc la première contre-vérité, il n'y a pas eu de contre-vérité sur le fait que le nombre des participants et les noms de ces participants étaient connus. Deuxième élément qu'il faut prendre en considération, il fait cette réception dans un de ses salons chez lui. Son salon ne peut pas être un lieu public parce que les chefferies et les royaumes bien organisés, le roi reçoit. Et c'est dans ces endroits où il reçoit, les gens n'entrent pas comme ils veulent. Donc vous demandez et on vous autorise à entrer à des jours précis, même d'ailleurs, à des jours précis. Donc le roi dans son salon pour recevoir, c'est un lieu totalement privé. Mais non, tout ce qui peut, on peut avoir l'extension de ce qui est la chefferie, pour dire même que tout l'ensemble de la communauté, l'ensemble le périmètre de Bamidjou, c'est tout ça, c'est la chefferie, parce qu'on dit que tout les terres appartiennent au chef, c'est ce qu'on dit, c'est le principe. Alors on peut dire ça, mais simplement les salons du roi, pas seulement du roi Sékou-Djou, sont des lieux totalement privés, quel que soit le texte de loi que vous allez dire. Maintenant, quand on a fini de le dire, maintenant j'entends dire, il pouvait... par courtoisie, non, il n'y a pas de courtoisie. Monsieur Sékou-Djou n'est pas un roi qu'on devrait pouvoir penser qu'on peut menacer. Il faut noter le nombre d'années qu'il a, parce que notre ami Elimbi aujourd'hui, l'OBE, a cru devoir nous dire que, bon, comme il a été à l'UPC, il a été combattant à l'époque, ça veut dire qu'il est d'office partisan. Non.
Et ça, il aurait pu peut-être inscrire son analyse dans le préalable que j'ai mis sur la table au début de mon analyse, c'est-à-dire pour parler de l'assassinat ici de Rudolf Douala Mangabel. Donc c'est un fait colonial d'abord et néocolonial ensuite, pour compléter ce que Marx disait. Donc ce n'est pas seulement le régime actuel qui est à l'origine, c'est le régime néocolonial en place qui est à l'origine de tout ça. Parce que, ayant vu toute la difficulté qu'ils ont mis pour essayer de soumettre le chef Douala ici, ils ont compris que l'État naissant ne pouvait pas être un État qui acceptait la trilogie de l'État républicain, l'autorité traditionnelle et l'autorité religieuse. Donc, l'autorité religieuse était maîtrisable, puisqu'elle tenait son pouvoir de Rome et autres, mais l'autorité religieuse n'était pas maîtrisable. Donc, il fallait le soumettre à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on crée un certain nombre de textes pour pouvoir le faire. Donc, il faut ici indiquer de manière claire que moi, sur ce plateau, il faut qu'on dise la vérité. L'orientation du thème, je l'ai découvert, on en a parlé un peu hier, un certain nombre d'éléments, mais l'orientation, je l'ai découvert. Moi, je travaille plus sur les textes de la décentralisation, puisque je ne suis pas un adepte de la décentralisation. Je pense que c'est un qu'il faut pour le Cameroun. Et dans le cas de cette redéfinition de la forme de l'État et de la forme de l'administration de l'État, il va falloir nécessairement remettre les chefs traditionnels et l'autorité à leur place. Les chefs qui sont, il ne faut pas aussi mélanger tous les chefs. Il y a les chefs qui sont les chefs par usurpation, et des chefs qui ont une certaine légitimité. Donc il faut ici indiquer de manière claire que nous n'avions jamais dit qu'un chef traditionnel était appelé à recevoir que des opposants. Que Sokudjou, il le reçoit tous les jours, y compris les gens du RDPC. Tous les fils Bamendjou sont ses enfants. Les élus Bamendjou sont ses enfants, qu'ils soient du RDPC ou d'autres choses. Donc tout ce que nous demandons, c'est que le roi peut recevoir tout le monde, mais sa neutralité, c'est-à-dire son non-engagement dans un parti politique, devrait pouvoir être respecté pour fonder son autorité de manière perpétuelle. Or, tous ceux qui sont écartés de cela n'ont plus d'autorité. Marx parlait tout à l'heure de quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, Baham est divisé en deux, à la réalité. Banjoun, qui est à côté, qui est l'un des grands royaumes de toute la communauté baménicaine, il est divisé pratiquement en deux. Parce que, justement, les rois ont été enrôlés dans les partis, que ce soit le parti de pouvoir ou le parti d'opposition. Parce qu'en même temps, et quelqu'un l'a bien rappelé tout à l'heure, on dit à un roi, si tu décides de jouer dans un match de football, même ton sujet va te racler. Va te racler parce qu'il va te manquer de respect au stade. Donc reste dans ta chaufferie, reçois tout le monde, donne tes bénédictions à tout le monde et que ceux qui vont aller faire des bagarres politiques fassent leurs bagarres politiques. Donc le C3 n'est pas allé exposer le roi de Bamendjou. On est allé en toute légalité et le roi de Bamendjou nous a reçus en toute légalité et celui qui a manqué de s'affirmer dans la légalité a été le préfet de Bamendjou. Parce qu'il faut le rappeler, et je vais chuter par là, il faut le rappeler ici, de manière très très claire, l'autorité administrative ne crée pas le droit. Je l'ai rappelé en d'autres circonstances. Il applique le droit. Il n'a même pas qualité à interpréter le droit, la loi. Il applique sextenso, la loi. Il y en a d'autres institutions qui ont qualité d'interpréter. Donc lui, il n'a que qualité d'application et non d'interprétation. Ou même simplement de création du droit. Il ne fait pas partie des sources de production du droit à la réalité. Donc, chaque fois qu'il va se montrer une autorité traditionnelle, quelle qu'elle soit, en désaccord avec la loi, c'est-à-dire en indélicatesse par rapport aux dispositions légales, il faut qu'on rappelle aux citoyens que le citoyen a la capacité de la traire devant le juge. Et la jurisprudence Tala, qui est la lui la plus récente, montre que les autorités administratives ont été condamnées par les juges camerounais parce qu'ils se sont donné des libertés sur la liberté des citoyens. Que ce soit le juge, la jurisprudence, à quoi Dominique et à quoi Yvonne, soit dit en passant. Toutes ces jurisprudences montrent à suffisance que les autorités administratives qui, par excès de zèle, se donnent des libertés sur nos libertés, on doit pouvoir les poursuivre devant la juridiction. Donc si le préfet du Haut-Plateau continue dans la même logique, il va de soi que nous allons nous occuper de lui. Pour évoluer dans le débat, un sous-thème, décentralisation, valorisation ou assujettissement de l'autorité traditionnelle au pouvoir politique. Marx. Oui, mais je l'ai dit déjà en passant que pour des intérêts peut-être propres justement au régime, il y a une volonté justement de, comment dirais-je là, de subordonner, si on peut ainsi dire, tous les chefs traditionnels. C'est parce que dans l'exécution justement de leur feuille de route, justement, il y a d'autres justement qui lèvent la tête, mais moi je pense en toute franchise que c'est le but. C'est le but. Le but est justement de subordonner toutes les autorités traditionnelles et justement à des fins qui sont justement propres au régime. Abel Elimbiloben.
Je suis pour que d'abord les autorités traditionnelles sont des acteurs politiques. Ils ne sont peut-être pas des militants de partis politiques. Il ne faut pas faire comme si la politique c'est l'affaire des partis. Non, là c'est clair, il n'y a pas de problème. Vous les journalistes qui nous interviewez, vous êtes des acteurs. Ça c'est pas un problème. La société civile est actrice de la vie politique. Ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire que les gens sont dépositaires d'un pouvoir et dire qu'ils n'ont pas de rôle politique. Tout pouvoir sur la société, même si c'est seulement un fragment, c'est un pouvoir politique par essence, dont les chefs traditionnels et les chefferies traditionnelles sont des institutions politiques. Seulement que dans ce champ-là, la dévolution du pouvoir n'obéit pas aux mêmes règles que la dévolution du pouvoir à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux et les autres. On n'a pas de problème là-dessus. Bon. Quand nous sommes donc d'accord là-dessus, il faut évacuer ce débat. Je dis aussi qu'il y a un débat hypocrite et faux. Vous ne pouvez pas prêcher la neutralité de l'autorité politique traditionnelle, demander à l'autorité traditionnelle d'être neutre, et puis nous rappeler que cette autorité traditionnelle était un militant. Il n'est donc pas neutre parce qu'il était ou il est un militant. On va revenir là-dessus. Il n'est pas neutre. Peut-être que les autres sont neutres, mais celui-là n'est pas neutre. Il n'est pas militant aujourd'hui. Bon. Vous le savez très bien. Bon, peut-être. Maintenant, vous ne pouvez pas venir sur les plateaux de télévision, vous satisfaire de son passé de militant, dire que oui, il a une longue expérience, 70 ans, il était UPC, il était ceci et cela, c'est-à-dire que décrire tous les contours de son affiliation politique et idéologique. On va revenir. Puis en même temps, nous dire que comme il vous a reçu dans le cadre de la neutralité. Vous savez ce que moi, je souhaite faire dans cette affaire. Je suis de ceux qui pensent que Sokudju reçoit qui il veut. Il reçoit qui il veut. Les gens lui ont demandé une audience. Il est parti, il devait les recevoir. Ils étaient nombreux. Ils étaient tous des opposants. Il n'y avait pas le pouvoir là-dedans. Sokudju aurait pu lui-même demander aux gens qui veulent venir le voir. Mais vous venez me voir pour des questions politiques, puisqu'il savait de quoi on venait lui parler. Bien sûr, il savait. Vous ne venez pas lui parler de vos problèmes professionnels, mon cher frère. Oui, il savait très bien. Vous venez lui parler des problèmes politiques du Cameroun. Il n'y a pas de problème. Et vous n'avez pas mis le RDPC dedans. Pourquoi on est ensemble avec le Non, voilà. Donc vous avez organisé. Je suis d'accord avec toi, Hilaire, mon frère. C'est pour ça que j'étais, parce que tu montes, tu descends, après on te met un truc ici, tu tombes dans la vérité. Non, il n'y a pas de vérité. Vous êtes parti chez ta vérité, c'est ta vérité. Non, c'est ça. C'est pas c'est pas l'élévation de la voix qui m'a ramené ta position à la vérité. Non, laissez ma voix tranquille. Elle n'est pas comme la vôtre. Je m'a créé différent de vous. Moi, j'ai les décibels. Vous avez les... Peut-être vous n'avez pas les décibels. Peut-être, oui. Mais ne me condamnez pas à devenir vous. Il n'y a pas de condamnation. Voilà. Monsieur. Je suis en train de dire que vous alliez chez Sokudju en tant qu'une bande d'opposants. Une bande. Premièrement. Deuxièmement, vous n'étiez même pas représentatif de l'opposition tout entière. Mais qui vous a demandé? Je n'ai pas dit que vous devez l'être. Je signale seulement que vous ne l'étiez pas. Troisièmement, puisque vous alliez le voir pour des questions politiques, je note que vous n'avez pas associé le RDPC dedans. Ou les autres partis alliés au RDPC. L'UNDP n'était pas dedans. Le FNSC n'était pas dedans. Le MDR n'était pas dedans. Terminé. Donc votre réunion était une réunion politiquement colorée. Ce qui n'empêche pas le roi Sokudju de vous recevoir. Parce que demain, il va aussi recevoir le RDPC sans vous. Mais je suis opposant. Depuis la nuit des temps, quand je suis allé en prison, c'était en 88, beaucoup d'entre vous ne parlaient pas. Vous n'étiez même pas là.
main peut me frapper. Oui, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Vous n'étiez pas là. Il ne parle pas seulement fort. Je ne parle pas seulement fort, je peux même vous frapper. En 88, quand j'allais en prison, vous n'étiez pas là. Donc j'étais déjà dans la lutte. Je veux dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous reprochons aux chefferies traditionnelles leur proximité politique en rupture avec la neutralité que nous demandons. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis toujours. Et cette proximité politique avec le régime nous a toujours fait mal et nous a dérangés dans nos luttes. Aujourd'hui, nous, de l'opposition, nous sollicitons la proximité. Vous n'êtes pas parti voir Sokou. Pourquoi vous n'êtes pas parti voir le Lamido? Qu'est-ce que vous en savez sur notre agenda? Ah, vous viendrez? J'attends de vous voir. Alors, j'attends de vous voir. Non, je termine. J'attends de vous voir et je sais que vous ne viendrez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes allé voir le roi Sokou. Qu'est-ce que tu as Parce que spécifiquement, en ce moment, c'est un jugement de valeur. Mais l'expérience ne me démentira pas. Décentralisation, vous êtes allé le voir valorisation, parce que vous croyez qu'il vous impose. Allez-y, terminez. Mais moi, je dis que institutionnellement, dans l'organisation politique de notre pays, c'est une bonne chose d'introduire les chefferies politiques. Pardon, les chefferies traditionnelles. Dans le conseil régional, quand vous voyez les attributions du conseil régional, on vous dit notamment le point 4, gestion du domaine d'intérêt régional. Vous voyez, la région, c'est quelque chose de spécifique. C'est une unité, c'est une délimitation faite, territoriale, faite par le politique, l'administratif, l'État. Mais en même temps, quand vous regardez la délimitation des régions, elles sont assises sur des terroirs. Donc, quand vous parlez d'intérêt régional, vous parlez d'intérêt des populations autochtones de ces régions. Le test continue. La loi sur les collectivités territoriales, on vous parle de la lutte contre les pollutions, la nuisance, l'organisation des activités agricoles, santé animale, la gestion foncière. C'est très important. La gestion foncière, qui est le cœur de tous les conflits potentiels et même déjà déclarés. Donc, lorsque le constituant décide de conférer la responsabilité de conduire les conseils régionaux aux autochtones de la région, ce n'est pas anodin. Lorsqu'il décide ensuite que dans les conseillers régionaux qui vont s'asseoir pour décider des affaires de la région, il faut les dépositaires de la tradition là-dedans. C'est parce qu'avant la République, il existait cette tradition. Ces gens-là les connaissent, ils sont les gardiens, ils peuvent donc, à juste titre, aider l'ensemble du conseil et l'éclairer dans ses délibérations. Merci. Je ne suis pas pour, en réalité, je vous saurai gré, hein, et Hilaire en particulier, quand il reconnaît ici, enfin, contrairement à ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux et toutes les injures qui ont été faites au chef des Douala, Mangabel, qu'on a présenté comme quelqu'un qui a vendu la République, ou le pays, quand il reconnaît que au moment où ce monsieur se bat, il se bat pour ce qui est le Cameroun, dans la mesure où ce que lui, il voyait là autour de lui, c'était ça qui était le Cameroun. Et il s'est battu pour défendre ses intérêts-là. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui le fonctionnement du Cameroun sans l'intégration de la connaissance culturelle, territoriale, de cette frange
des acteurs politiques. Ok. Le constituant camerounais a estimé, et le législateur par la suite dans le cadre du code électoral et de la loi sur les collectivités territoriales, parce que je donne une conférence en passant jeudi, le 1er août, avec à un ensemble de chefs traditionnels avec d'autres panélistes, sur justement l'implication des chefferies traditionnelles dans la décentralisation d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Je crois que nous avons fait un grand pas de ne pas faire cette hypocrisie. Merci, Elimbi. De confiner les chefferies traditionnelles, qui sont des institutions Elimbi, pas merci. privées mais publiques, Merci, merci. dans les mettre hors de la D'accord. gestion des affaires politiques. Ambroise Joseph Soma. Nous les avons introduites dans les affaires Le politiques. sous-thème que j'ai relancé mais tout à elles l'heure. doivent pouvoir jouer leur rôle là-dedans. Et je demande à tous les chefs traditionnels que sortez de cette hypocrisie. Vous Merci. êtes des acteurs C'est compris, Abel. Participez à la conduite Merci. des affaires de vos localités. Décentralisation, valorisation ou assujettissement des chefs traditionnels. Sous-entendu, assujettissement ou valorisation politique. Oui, l'intervention sera mitigée pour indiquer que lorsque nous prenons les dispositions pertinentes de notre Constitution, la protection des valeurs traditionnelles a été élevée à la dignité constitutionnelle. Donc c'est pour dire combien le constituant camerounais a pris soin d'élever les chefferies traditionnelles à un degré suffisamment important du fonctionnement de nos institutions. Nous avons également le code général du 19 décembre 2019 qui est clair en indiquant que l'organe du conseil régional est composé justement du commandement traditionnel et des délégués départementaux. Ça veut dire que sur le plan légal, justement, il y a une certaine élévation, une certaine portée fondée sur la dignité et le respect des chefs traditionnels. On voit également qu'ils auront un rôle important, celui justement d'élire le président du conseil régional. C'est un rôle éminemment important qui leur est conféré. Donc on ne peut pas dire en réalité que l'État du Cameroun a procédé à une lésion des chefs traditionnels. Mais maintenant, ce que je peux dire et que j'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos en début, pour dire que l'administration est trop impliquée dans le processus de désignation. Il faudrait qu'il y ait au moins un relâchement pour permettre à nos chefs de conserver leurs coutumes. Parce qu'on se rend compte, Abel Elimbi pose un problème qui me paraît pertinent, c'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, le principe de neutralité qui doit être structuré et gouverner tous les chefs traditionnels est en train de foutre le camp. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de vivre tout le désarroi que nous vivons. Regardez aujourd'hui la sortie du préfet. Vous avez suivi, l'élite de Bamendjou a fait une sortie pour critiquer le chef. Et la jeunesse Bamendjou a réagi énergiquement au profit du chef. Donc vous voyez à quel point ces problèmes peuvent nous mener et même déboucher sur un problème de désordre social. Donc c'est pour dire quoi? Les chefs sont valorisés, c'est vrai, mais il faudrait qu'ils fassent très attention parce que la forte implication de ceux-ci dans le champ politique peut naturellement altérer l'autorité traditionnelle qui leur est conférée. Que faut-il faire donc pour une marche harmonieuse, évidemment, puisque l'intérêt, ce sont les populations, que ce soit des populations administrées sur le plan de la structuration de l'État ou alors sur le plan traditionnel. Il y a Kamga, quelle est la meilleure, j'ai failli dire, quelle est la meilleure démarche qui pourrait mettre sur la même table l'administration et les chefferies traditionnelles pour éviter que les uns et les autres se marchent sur les... Je vais d'abord, avant d'y arriver, D'accord. J'ai d'abord une petite précision à faire. Parce que cette précision est liée au C3, au cadre de concertation, parce qu'on nous dit les opposants, ils sont nombreux à aller y avoir un autre militant, un militant qui serait... Non, je pense que le statut du roi Sokoudjou, avant d'arriver à votre question, n'est pas le statut de militant. C'est un résistant. C'est un résistant. Lorsque, après l'assassinat d'Hérodote Mangabel et consorts et tout, quand des gens comme lui se rendent compte que le colon est en train de vouloir
faire même bas sur les chefferies pour mieux contrôler les populations et donc les territoires. Il est de ceux qui résistent à cette... comme... Résistant, vous avez de l'institution en place. C'est très important. Non, l'institution en place d'abord vis-à-vis du colon qui arrive. C'est très important. Sa bataille ne commence pas en 60. Ça, c'est avant 60, il faut le dire. Donc, les institutions en place sont nées à partir de 60, à la réalité. Avant 60, nous avons des institutions intérimaires. Donc, je veux dire, le colon était, je mets également le colon comme institution. Oui, donc mettons ça comme institution. Si c'est dans ce sens, c'est dans cette généralisation, ok, on va la mettre comme ça. Mais sa bataille est davantage, est davantage centrée sur le refus de l'asservissement qui est imposé par les puissances coloniales et néocoloniales par la suite. C'est de ça qu'il est question. Et quand l'UPC s'installe finalement comme étant la force politique qui doit porter cette lutte-là, il est naturel et normal que ceux qui pensent comme ça s'engagent se reconnaissent comme étant des UPC. Donc il est d'abord un résistant. Et dans le cas du C3, pour toujours préciser, parce qu'on ne va pas quitter ce plateau avec l'idée selon laquelle nous partons voir seulement des chefs qui ne sont pas peut-être en bon accord. Soit dit en passant, tout comme Elie Milobé lui-même, le roi Sékou-Djou ne s'est pas opposé au dialogue qui a été initié par M. Biya Paul à Yaoundé et que nous avons totalement critiqué. D'ailleurs, au cours de l'entretien que nous avons eu, il a un peu valorisé, il a dit c'est les étapes après, une étape après l'autre, ainsi de suite. Donc, il est quelqu'un qui veut du bien de ce pays, il n'est pas un opposant, donc, comme on dit. Il avait même dit c'est ce qu'il avait tant souhaité. Toi, tant souhaité, voilà. Tout à fait. Donc, il n'est pas un opposant, il est un citoyen qui voulait garder l'autorité de la chefferie comme étant un pilier important et un partenaire pour le bien-être des populations. Donc, pour revenir, nous allons au niveau de ces trois. Et il est évident que ce n'est pas le roi Sékou-Djou simplement, on ne cherche pas de parrain. On sera, le roi de Bamoun fait partie des notabilités que nous comptons rencontrer, y compris d'autres rois qui sont, y compris des autorités religieuses. Donc le C3 est ouvert à tout le monde, y compris à notre ami Elie Milobé. Donc tout le monde qui peut apporter quelque chose devrait pouvoir nous retrouver au C3 pour qu'ensemble on prépare la grande concertation nationale et la manière dont on prépare l'après-Biya. Donc c'est très important de le dire. Donc il ne faut pas qu'on nous caricature par rapport à la rencontre avec le roi Bamidjou, qui n'est qu'une étape dans l'évolution de ce mouvement qui s'appelle le C3 et la suite on verra. Maintenant sur votre question, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que les chefs... là, pour une fois, je ne veux pas être d'accord avec mon ami et collègue Luison. Non, les chefs ne sont pas valorisés. Tout ce qu'on a comme texte là ne vise pas à valoriser les chefs. Ça vise à mieux les tenir à la réalité. Parce que, comme on l'a dit d'entrée de jeu, un comme le roi Sékou-Djou n'a pas besoin de 200 000 francs pour rester à la réalité. Or, le pouvoir en place présente ça comme étant les éléments de valorisation, y compris les éléments d'implication dans le processus de désignation des conseils régionaux, où ils font partie d'un sous-collège électoral à la réalité. Tout ça serait présenté comme des éléments de valorisation. Non! La chefferie traditionnelle n'a pas besoin d'être sous l'administration de cette nature-là pour être valorisée. Elle a besoin d'être respectée dans son identité pour être valorisée à la réalité. On pourrait faire au-delà de cela une chambre à part. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit dans la loi, par exemple, que élu par le père, on les lit comment? Quand vous regardez dans les textes administratifs, on prend les chefferies des royaumes, comme le royaume Bamidjou ou Baham, on en fait les chefferies de deuxième degré. Ça n'a pas de sens à la réalité. Quel que soit le bout par lequel vous prenez, ça ne peut pas être un deuxième degré. C'est-à-dire que ce soit par rapport à la population, à l'étendue du territoire, il n'y a aucun élément par lequel... Or, on se rend compte finalement que la classification par degré des chefferies au Cameroun répondait à une logique essentiellement politique et de domination et d'asservissement par rapport au fait qu'un chef ou alors une chefferie était plus proche de l'administration coloniale et néocoloniale ensuite, elle pouvait être classée soit en premier, soit en deuxième, soit en troisième. C'était de ça qu'il était question. Parce que sinon, un royaume comme celui de Bamidjou ne peut pas être deuxième degré aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas aisément de valorisation, c'est aisément de prise de contrôle de la chefferie traditionnelle, parce que la chefferie traditionnelle était l'élément sans lequel il n'y avait pas de pénétration au niveau des populations. Quand les chefs sont légitimes, un message par le chef, toute la population est irriguée le lendemain. Or, est-ce que le sous-préfet ou le préfet a la même capacité de faire passer le message national vers les populations? Non, pas du tout. Lorsqu'un chef est légitime, il peut le faire. Mais quand il est légitime, il ne peut pas le faire. Donc, on ne peut pas ici parler de valorisation. Alors, pour la solution, on peut dire, quelle est la solution qu'il faut? Naturellement, je vais revenir sur ce qui est fondamental pour nous. Première solution d'abord, il faudrait que, si on est sérieux au Cameroun, qu'on ferme d'abord les portes de l'ENAM et qu'on trouve comment on fait pour créer une nouvelle école d'administration qui ne forme plus le style colonial qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément, on doit pouvoir mettre dans la poubelle tout ce qui a été pensé dans le sens de conserver le pouvoir par certains
pour qu'une nouvelle constitution soit créée, soit appelée, au cours de laquelle on redéfinit, on renégocie le cadre global de notre vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il faut une nouvelle constitution dans laquelle constitution le fédéralisme est installé comme étant la meilleure organisation de l'État du Cameroun. Ça, c'est notre vision. Et dans ce fédéralisme-là, il faudrait qu'il y ait un Sénat dans lequel on retrouve maintenant une assemblée des chefs. Parce que quand on dit que les chefs désignent leur pays, ils désignent comment, comme je l'ai dit tantôt. Ils vont désigner comment? Seulement par le mécanisme, mis en place par le système néocolonial, à la réalité. Les chefs vont se retrouver, et les premiers degrés, et les deuxièmes degrés, tout ça, dans une salle pour dire on élit de quelle manière, on choisit les chefs de quelle manière, les cultures ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas eu un travail préalable pour penser comment les différentes communautés culturelles, entre guillemets, Babiliké, Fang, Sawa, ainsi de suite, ce n'est pas la même méthode de part et d'autre, à la réalité. Il y a ici, comme l'a dit très bien le docteur Luson et Somba, l'autorité administrative est au début et à la fin, et la fin est l'oméga du processus. À la réalité, l'autorité administrative n'a rien à voir avec le processus d'initiation, qui est un processus qui est spirituel même, traditionnel. Ça répond d'autres types de canons, ce n'est pas une élection, à la réalité. Mais dans d'autres communautés que je respecte, les chefs sont élus, à la réalité. On met là, on dit que voilà, on veut que le chef de ce village, ça va être qui? Les populations sortent, ils vont élire leur chef. Mais dans les communautés, d'autres types de communautés, comme les communautés Bamileke, je crois Sawa aussi, et tout ça là, on n'élit pas les chefs. Il y a des mécanismes de désignation qui sont préétablis et qui sont souvent centenaires à la réalité. Et c'est ça qu'il faut préserver. Mais si vous venez substituer à ces mécanismes-là des mécanismes électifs, ça ne donne pas, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un maillage culturel qui n'a pas été pensé, qui n'a pas été anticipé et qui donc naturellement va produire quelque chose d'explosif plutôt. Max Wabo, que faut-il faire pour éviter que les uns et les autres se marchent sur les pieds? Non, au-delà de tout ce que les autres coprénalistes ont dit, je pense que l'État devrait pouvoir se dessaisir de certains pouvoirs pour la fonction publique locale. Donc à cela j'ajoute, je suis tout à fait d'accord avec ce que les autres ont dit et j'ajoute tout simplement cela. Elie Milobert. Je viens d'entendre des choses qui sont en fait des amalgames subtilement organisés pour créer une grande confusion. Et je soupçonne Hilaire d'en être très capable. Les chefs traditionnels, comme Hilaire l'a dit, sont élus, sont désignés dans leur circonscription selon des mécanismes traditionnels. Rien n'a remis ça en cause. La décentralisation n'a pas remis ça en cause. C'est sur la loi électorale, juste pour vous aider à mieux discuter. La loi électorale, comment vous choisissez la loi électorale? On a dit ici, voici la loi. Élit par le père. Voici la loi. Oui. Les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé de chefs traditionnels de premier degré, c'est-à-dire ceux qui sont chefs traditionnels selon leur tradition, deuxième et troisième degré, autochtones. Où est ton problème là-dedans? Mon problème est là justement qu'ils Pourquoi? Ils sont élus au conseil municipal, au conseil régional. Oui, je suis d'accord avec toi que tel que le code électoral a été formulé, il faut maintenant un autre texte. Ou bien on révise le code électoral. Voilà. Mais en quoi est-ce que c'est un problème? La révision du code électoral est devenue un problème. On peut le réviser demain ou après-demain. Alors, je voudrais comprendre la polémique. C'est ça que je ne comprends pas. Le législateur dit, dans le conseil régional, vu les compétences attribuées au conseil régional, il y a un élément anthropologique culturel qui appelle la présence du commandement traditionnel là-dedans. D'où deux collèges. Il y a le collège des politiques, les délégués des départements, qui vont être élus par d'autres politiques, les conseillers municipaux. Mais il y a le commandement traditionnel. Là-bas, ce n'est pas des gens qui sont des élus. C'est des gens qui sont désignés de manière circulaire depuis la nuit des temps selon une procédure qu'il a bien décrite ici, qui obéit aux us et coutumes. Maintenant, ce sont ces chefs qui viennent. Ils sont de premier degré, ils sont de deuxième degré, ils sont de troisième degré. Homologuer, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le processus de leur désignation a échappé à toute contestation. Parce que quand vous êtes contesté, vous n'êtes pas homologué. Jusqu'à ce que les contestations soient levées, il y a une main levée sur tous ceux qui ne sont pas d'accord, etc.
évidemment, comme le monde est ce qu'il est, vous pouvez avoir des gens qui sont éternellement non d'accord. Bon, il faudra bien, laissez-moi finir, il faudra bien un jour que le chef, vous savez, il y a des localités ici qui depuis 10-15 ans n'ont pas de chef traditionnel. Ce que dit le texte. Parce que l'autorité administrative, a laissé courir les contestations ce que dit le texte, nomination des chefs. Les chefs traditionnels sont nommés sur avis des notables de la chefferie. L'autorité administrative entérine ensuite leur nomination. Mais qu'est-ce qu'il y a de contraire là avec le code électoral? Laquelle est publiée aujourd'hui. On est en train de vous dire que quand on a donc fini d'avoir des chefs traditionnels, premier, deuxième, troisième degré, qui sont normaux, comme tu viens de lire là. Maintenant, pour le conseil régional, qui lui est un organe politique structurant de l'État du Cameroun, chargé du développement local de la région, et surtout des affaires foncières, comme je viens de lire dans les prérogatives du conseil régional, on va introduire donc un collège des chefs traditionnels, et je suis d'accord. Ces chefs traditionnels doivent être des autochtones. C'est important qu'il en soit ainsi. Parce que vous ne pouvez pas être chef traditionnel à l'extrême nord et venir connaître les problèmes du canton Bel. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je demande, il est contre quoi ici? Le code dit que ce sont ces chefs traditionnels maintenant qui se réunissent pour élire parmi eux ceux d'entre eux qui iront siéger au conseil régional. Sauf que, une fois qu'ils sont au conseil régional, ils ont tous les droits. Comme les délégués des départements, ils peuvent devenir même président du conseil régional. Il vous répond. Non, il n'a pas à me répondre. Je ne lui ai pas posé de questions. Je ne lui ai pas posé, non. J'ai dit, je ne vois pas pourquoi il n'est pas d'accord. Cette situation décrite par le code électoral. Une minute, Alex. Appelle un texte qui vient avant de poursuivre. Oh, il y a déjà avant de poursuivre. Non, avant de poursuivre. Non. Il est n'a rien à dire. Là où je suis. Tout simplement parce qu'il y a 3 lois qui sont déjà sorties. Oui, attendez une minute. Non, il va parler de quoi? Non. Je vous dis. Mais laissez-moi le relancer. Attendez une minute. Il y a une loi qui vous donne le nombre de conseillers régionaux. Allez-y. Je voulais juste dire à mon ami. Non, tu lui donnes le privilège. Ok. Il vient d'être reçu par oui, allez-y. Il a le privilège. J'attends que tu me négocies les audiences avec le chef du canton Bel ici. Donc, il n'y a pas de souci. Je voulais juste te rappeler que ce sont mes chefs. Le bricolage-là, qu'on appelle code électoral, ce bricolage juridique-là, a justement des problèmes. Parce que vous vous rendez compte que pour l'appliquer sereinement, il faut des textes d'application. Absolument. Aujourd'hui. Ça, c'est un. Imaginez un peu, on vous dit que pour choisir les représentants de notre armée camerounaise, qui va peut-être aller dans une mission des Nations Unies, je ne sais pas, au Botswana, je ne sais pas où encore, il faut qu'on retrouve le commandant de compagnie, le commandant de brigade, le commandant de légion. Ils vont se réunir en salle. Tous les différents commandants de légion, de brigade et compagnie vont se réunir en salle pour choisir leurs représentants. Ça a un sens pour vous? C'est justement de ça qu'il est question. Parce que quand vous avez des chefs de 3e degré, qui se retrouvent dans la même salle avec les chefs de 2e, de 1er degré, où certains, pour beaucoup, sont des sujets, entre guillemets, des chefs de 3e degré, là, sont des sujets des chefs de 1er degré. C'est-à-dire que dans leur localité, ils savent que ici, quand ce chef-là est là, moi, je me courbe, je me tiens loin. Quand vous n'avez pas pris en compte ces réalités culturelles, vous mélangez dans la même salle les chefs de 1er, 2e, 3e degré, vous pensez que ça se passe comment? Ça veut dire que ce texte-là, il doit être balayé à la poubelle et qu'on pense un vrai texte qui inclut les chefs traditionnels de manière claire en tenant compte de ces subtilités. Parce que les chefs de 1er degré ont un niveau précis, les chefs de 2e degré ont un niveau précis, donc on ne peut pas les mélanger avec les chefs de 3e degré qui sont en fait des chefs de canton et autres. Encore que, même cette classification, comme je viens de le dire, pose un problème fondamental. Donc il faut repenser toute la législation en matière de classification des chefferies traditionnelles et de leur participation au processus de développement, notamment dans le fédéralisme que nous proposons. Ambroise Uzon, peut-on dire donc... vous allez réagir tout à l'heure. Peut-on parler de l'instrumentalisation désormais donc, de la chefferie traditionnelle? Oui, permettez-moi quand même de toucher un mot par rapport à ce qui vient d'être dit. Absolument. Vous savez comment, dans le jeu électoral, on va introduire une élection
Pourtant, nous avons ces chefs qui sont d'origine, par exemple, héréditaire. C'est là, en réalité, le véritable problème, d'où la question de la mise en place d'un test d'application qui viendra préciser quelle sera la formule élective ou bien qu'est-ce qui va se passer dans le véritable mode de choix ou de désignation de ces chefs. Mais maintenant, tout à l'heure, le grand phare a essayé d'estimer que j'ai pris l'option de la valorisation. Bon, le positiviste que je suis, je me suis dit, en m'appuyant sur la loi... Vous dites quoi, qu'il est négativiste? Non, c'est pas qu'il est négativiste. Je dis, moi, le positiviste en termes de loi, c'est-à-dire, moi, je m'appuie sur la loi, un peu comme disait Isna, mon Dieu, c'est la loi. Moi, je m'appuie sur la loi pour dire que la loi... Quand nous lisons les dispositions légales et constitutionnelles, on se rend bien compte qu'il y a une certaine valorisation. Mais aujourd'hui, les chefs sont infantilisés. Quand on vous dit qu'on donne à un chef 200 000 francs, 100 000 francs, 50 000 francs, c'est toujours un moyen d'infantilisation. Donc moi, je pense qu'en réalité, autant mieux les laisser sans rien leur donner. On peut simplement amener leurs élites, les différentes élites, à s'occuper de leurs chefs, comme d'ailleurs, dans les chefferies de ça se fait. Vous savez que à partir de l'analyse que j'ai faite sur les chefferies traditionnelles, je me suis rendu compte qu'il y a les chefferies traditionnelles d'autorité et les chefferies traditionnelles d'autorité relative. Un peu d'autorité, on les retrouve à l'ouest et dans le septentrion. Maintenant, l'autorité relative, c'est parfois dans le centre et le sud. Qu'est-ce qui permet cette catégorisation? Bon, cette catégorie, tout simplement parce qu'on se rend bien compte que oui, le chef à l'ouest est respecté. Tout à fait. Suffisamment respecté. C'est pourquoi vous voyez, il y a tout ce combat sur le jeu politique. Parce que le chef a une capacité d'orientation politique. D'où lui-même vraiment se disait que non, autant mieux jouer sur le principe de la neutralité. Parce qu'il est capable, au niveau de sa circonscription traditionnelle, d'inverser le jeu électoral. En disant par exemple à ces populations, votez pour tel, mais ne votez pas pour tel autre. Donc vous voyez donc que c'est très important de le dire. Ça veut donc dire, au demeurant quoi, retenons tout simplement qu'il y a cette possibilité de valoriser nos chefs traditionnels, de permettre que l'administration, qui est fortement impliquée dans le processus, puisse quand même avoir, ne puisse pas avoir la mainmise totale sur le processus électoral. Et vous voyez aujourd'hui, le juge dans l'affaire Sombama Antoine, il dit, les chefs traditionnels aujourd'hui, le principe, ce n'est plus de provenir d'une famille appelée à commander traditionnellement, c'est-à-dire qu'on a élargi la notion même de la désignation du chef traditionnel, qui peut quitter de la lignée pour une élection. Aujourd'hui même on voit les chefs qui sont imposés. Tout à fait. Et l'autre pan de la chefferie, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a le phénomène des élites qui sont venues s'accaparer des chefferies traditionnelles, même sans faire partie de la lignée. Donc c'est le problème que vous avez suivi. La dernière instruction en date du ministre de l'administration territoriale qui demandait au gouverneur et au préfet de mettre des mains rapidement et de régler tous les contentieux relatifs à la désignation des chefs traditionnels, mais ce ne sera pas facile parce qu'aujourd'hui ces contentieux sont considérables et posent des problèmes tout azimuts. Marx, sur l'instrumentalisation éventuelle des chefs traditionnels, de la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce que je peux dire à ce niveau? Je crois qu'on peut observer effectivement que il y a une sorte d'infantilisation justement de certains chefs traditionnels. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le dire de manière globale, mais on note quand même qu'il y a un peu ça le but. Parce que donner à un chef traditionnel 200 000, 50 000, comme disait le docteur, alors on se pose bien la question, on peut ne même pas donner, il restera justement dans son rôle de chef traditionnel, encore que si vous observez même à l'ouest, vous verrez effectivement que ce sont même les élites qui s'occupent justement des chefs traditionnels. Si le chef traditionnel, si le chef a besoin d'une voiture, vous allez voir que très rapidement, les élites justement vont se réunir et on va trouver justement le moyen de lui offrir une voiture. Donc les besoins, les problèmes de la chefferie sont justement résolus justement par les élites, si tant est que ces problèmes nécessitent justement des moyens financiers. Abel Elie Bilobert sur l'instrumentalisation. Je crois que c'est excessif ce que j'entends. Et c'est des gens qui parlent ne sont pas des chefs. Vous non plus, hein? Oui, oui, ils spéculent. Oui, oui, ils spéculent. Ils le spéculent. Et c'est leur nature de spéculer. Je crois que le gouvernement a réfléchi qu'il y a des gens qui sont
des auxiliaires de l'administration, c'est-à-dire qui l'aident à gouverner, qui participent au règlement des conflits, des litiges, selon des canons traditionnels, pas forcément devant les juridictions. Parce que ces gens-là rendent tous ces services-là, il faut les rémunérer. Et j'entends ici dire qu'on les infantilise et l'argument qu'on utilise, c'est le montant de la rémunération. Ça suppose que si on les rémunérait à 10 millions de francs chacun, personne ici ne dirait plus qu'on les infantilise. Non, c'est pas la même chose. Vous concluez à notre place. Non. Ne concluez pas à ma place. Mais vous ne faites que me parler de 200 000. Oui. Donc si on leur donnait 3 millions chacun, Non. ils ne seraient pas infantilisés. C'est un raccourci. Et pourtant, les rémunérer, c'est les rémunérer, peu importe le montant de la rémunération. L'idée qu'il faut interroger, c'est on les rémunère pourquoi? Le gouvernement a estimé qu'il faut les rémunérer, probablement, sans préjuger de ce que certains d'entre eux l'ont demandé. Parce que quand j'entends ici dire qu'on me présente les chefs de l'Ouest, on dit que ouais, ils sont tous... Il y a plein de contentieux à l'Ouest sur les chefs traditionnels. Oui, parce qu'on veut imposer. L'administration impose. Non, non, c'est moi qui parle. Tu as parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, mais tu l'as fait la même chose pour moi. Non, je croyais que, Souffle que je te je croyais que quand Allez-y, tu allez-y. donc finis de me contester ou de me critiquer, tu ne vas pas faire la même chose que moi. C'est ça que je reproche aux Allez-y, honneurs de allez-y. l'Ouest. Allez-y, sur les contentieux. Ils sont nombreux. Ils sont des tas et des tas de chefs comme partout dans le Cameroun, qui n'emportent pas toujours dans leur mode de désignation traditionnel l'assentiment de la communauté. Les communautés sont divisées partout. Ce n'est pas ça notre débat. Le débat ici, c'est que quand on a fini de désigner les chefs traditionnels qui n'ont aucun problème, ils constituent un collège. C'est pour ça que le législateur a dit qu'ils doivent être homologués. Ils constituent un collège qui va participer à la désignation des membres du conseil régional. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est là où moi je me trouve. Il est dans des problèmes que je ne comprends pas. Quel problème il a avec ça? Mais je suis en train de dire que on prend donc tous les chefs traditionnels du littoral de premier degré. Mon chef supérieur Bel, mon chef supérieur Bakoko, mon chef supérieur du canton Bassar, mon chef supérieur du canton d'Aïdo, Aqua, Bele, Pongo, dans le Mungo, etc. On les amène. Et ce qu'il a dit que c'est un complexe, c'est un chiffon, il faut le jeter. Bon, ça, on lui connaît ses excès, mais il oublie qu'il y a déjà eu une loi qui a été prise. Ce n'est pas un décret, c'est une loi qui précise les conditions d'application de cette disposition. Premièrement, qui définit le nombre de chefs qui participent au conseil régional. Ils sont 20 dans chaque conseil régional du Cameroun. Le commandement traditionnel, son collège aura 20 membres. Pendant que les délégués des départements, son collège aura 70 membres. Ils sont au total 90. Nous attendons maintenant un texte qui vient dire comment on répartit les 20 chefs-là dans la région. Par exemple, dans le cas du littoral, le Mungo aura combien de chefs? Le Vouri aura combien de chefs? Le camp, la répartition. Et le texte a déjà précisé que les éligibles, ce n'est pas tout le monde, les chefs de 3e degré ne sont éligibles que là où il n'y a pas de chef de 1er et de 2e degré. Accessoirement, puisque le jour où adviendra un chef de 2e ou de 3e degré, eh bien, le chef de 3e degré ne sera plus éligible. Donc, le législateur progresse. Je ne suis peut-être pas d'accord avec Hilaire sur la vitesse de la progression du législateur. Je suis de ceux qui pensent que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, le législateur aurait dû finir de faire ce travail. Et vous mais commencez le mot de la fin. Nous n'avons pas de vide En l'état actuel des choses. Et avant que les élections régionales n'interviennent, on va nous dire le mode d'élection. Est-ce que c'est un scrutin
de liste, est-ce que ça sera un scrutin uninominal? Parce que ça, on ne le sait pas. C'est très ouvert. Bon, pour le moment, le législateur n'a rien dit. Mais écoutez, si toi et moi, nous sommes des opposants, c'est bien parce que nous contestons une manière de gouverner. On nous gouverne notre pays doucement. On gouverne notre pays par approche, c'est-à-dire que nous, les physiciens, nous appelons ça quasi statique. Okay. C'est-à-dire qu'on évolue, mais on est presque comme si on n'est pas en train d'évoluer. Bon, en guise de mot de la fin, je vous pose la question. On attend un décret. Que faut-il donc faire? Que faut-il donc faire justement maintenant pour qu'il y ait cette harmonie entre l'administration et les chefferies? La réponse, qu'on évite les écarts qu'on observe, et ce sera le mot de la fin parce que c'est la dernière question pour terminer. La réponse, c'est que premièrement, il n'y a pas de mot d'écart. Il n'y a pas d'écart. Vous avez vu les écarts où le phénomène n'existait pas avant. Vous avez vu les gens se bagarrer. On attend que le gouvernement achève la structuration. Deuxième chose, nous qui sommes si admiratifs de ce qui se passe à l'étranger, la Chambre de l'Or en Grande-Bretagne, c'est quoi? C'est pas le commandement traditionnel. La Grande-Bretagne, c'est un royaume. Non, une monarchie. Mais c'est une monarchie. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une monarchie. J'évoque la Grande-Bretagne tout simplement pour dire que voilà donc un pays, quelle que soit sa forme, qui a choisi d'associer à la gouvernance les gens qui représentent la tradition. Merci. Aux gens qui sont dépositaires de la légitimité démocratique. C'est la même chose que le constituant camerounais a voulu faire. Okay. Associer les dépositaires de la tradition au niveau régional, parce qu'au niveau du conseil municipal, on ne les a pas interdits d'être membres, mais il n'y a pas dans les conseils municipaux une chambre ou un collège qui représente le commandement. En guise de mot de la fin, merci Abel. Oui, d'abord, il faut dire que cette loi d'application qu'on vient de citer, elle est d'abord incomplète et à l'analyse profonde, si elle venait compléter justement le texte sur le corpus légal sur les intentions, c'est une hérésie encore une fois de plus. Donc, moi, je suggère tout simplement que, par rapport à votre question, si le régime de Yaoundé a encore, surtout M. Biapol particulièrement, s'il pense sérieusement qu'il voudrait offrir quelque chose en partant, il est important qu'il constate que les textes qu'il a là sont inopérationnels et qu'il convoque des gens qui ont l'expertise suffisante, qui viennent de tous les bords, qui s'assoient dans le cadre d'une concertation nationale pour débattre de comment la mécanique d'évolution de pouvoir pourrait se faire de manière consensuelle. Cela veut dire, en un seul mot, tout ce qu'on a comme problème, c'est un problème de pouvoir au Cameroun. Parce que la dévolution de pouvoir est plombée. Et parce qu'elle est plombée parce qu'on n'est pas d'accord sur l'architecture légale de dévolution de pouvoir. Parce que ça a été décidé par des gens pour des raisons précises. Donc, pour en arriver à la décrispation qui va permettre justement, in fine, à anticiper sur les problèmes chefferies, autorités municipales et autres, il faut nécessairement que M. Biapol convoque un dispositif national pour revoir la mécanique de dévolution de pouvoir, donc pour faire un nouveau code électoral au Cameroun qui résout l'ensemble de ces problèmes-là, de la dévolution de pouvoir des conseils municipaux jusqu'à celui du président de la République. Je complète en disant que, au-delà de ce que le grand Ferreira a dit, il faudrait également que ces préfets ou bien sous-préfets soient également formés. Qu'ils soient recyclés, parce que si rien n'est fait, on aura toujours justement soit les abus de pouvoir ou bien un certain zèle. Ambroise Ouzouan-Somba. Depuis tard, nous avons constaté que lorsque quelqu'un est élu ou nommé à un poste de responsabilité, il part toujours tirer ses sources vers la tradition. C'est pour dire qu'il ne faudrait pas bâillonner la tradition. Et je suis tout à fait d'accord avec Elie Bilobé et les autres pour dire que la tradition aujourd'hui, si vous observez très bien, un peu comme le disait le regretté professeur Lep, que sans la tradition, le pouvoir politique n'est pas conforté et n'est pas stabilisé. Donc à travers la tradition, on peut facilement stabiliser le pouvoir politique. C'est la raison pour laquelle au Cameroun, dès que vous êtes nommé, vous rentrez toujours au village, prendre quelques décoctions et c'est toujours normal pour essayer de faire vivre un État. Docteur Hilaire Kamga, docteur Ambroise Ouzouan-Somba, Abel Elie Bilobé, Marc Swabo, merci à vous d'avoir contribué. Je ne suis pas content. À la compréhension de nos téléspectateurs au regard du thème de ce soir. Madame, monsieur, merci également d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Mardi prochain, 21h. Bonsoir. Je ne suis pas content.